Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 321 parce que oui, on est dans la Fight Week de ce Thomas Pinal versus Cyril Gane pour la ceinture des poids lourds. Voilà, il s'agit de la troisième chance pour Cyril Gane et de la quatrième pour un Français. Donc on ne sait pas si notre petit cœur va survivre face à un quatrième échec de suite. En tout cas, pour m'aider dans cette tâche, je suis accompagné par deux acolytes. Je suis avec Clément. Comment ça va, Clément? Salut Edouard, salut Le Volk, salut Ori, salut à toutes et à tous. Ça va super. Écoute, ça fait longtemps qu'on a envie de parler de cette UFC 321. Il y a pas autant de tension que sur le Gan Jones, où je me rappelle vraiment toute la semaine, c'était un enfer parce qu'on n'arrêtait pas de faire des scénarios, de penser à des éventualités et tout. Peut-être aussi on croit plus en Cyril sur ce coup-là. Enfin, je sais pas, on en reparlera tout à l'heure. Il était ce matin à la manifestation en soutien à Nicolas Sarkozy. Il est avec nous maintenant. C'est Ori. Comment ça va, Ori? Absolument. C'était une matinée un peu particulière. On n'a pas beaucoup parlé de Cyril Gann ce matin, je vous avoue. Mais ouais, j'ai essayé de lancer les amis, mais il n'était pas hyper chaud sur le débat de Gann-Aspinal, bizarrement. Mais ouais, effectivement, moi, je suis très très chaud, comme Clément, de discuter de ce combat-là qui va être peut-être un peu un tournant dans l'histoire du MMA français quelque part. Donc très très hâte. Un seul mot d'ordre. Le cœur a parfois ses raisons que la raison ignore. Donc on va être, on va regarder un peu les motifs d'espoir pour notre Français, mais la tâche est quand même assez corsée, on va pas se mentir. C'est sûr. Malheureusement pour moi, je crois que le cœur a un peu lâché cette semaine, donc je serais ravi d'entendre votre avis sur ce combat. Vous allez pouvoir me remotiver peut-être. Juste un mot bref, parce qu'on a eu un week-end quand même assez cool en MMA le week-end dernier. Ori, je vais te redonner la parole. Qu'est-ce que tu vas retenir? Alors on a eu l'upset de Jordan Zebo contre Baki, on a eu la victoire de Manon, on a eu l'abandon de Renier de Rider qui du coup positionne Nassourdine Imavov comme le futur challenger dans la division des middleweight. Voilà, qu'est-ce que tu vas retenir toi ce week-end? Franchement, j'ai toujours pas atterri du chaos de Baki, honnêtement. Je trouve ça toujours. Enfin, c'était une image absolument dingue. Il va me falloir, je pense, plusieurs semaines pour m'en remettre. Pas tant par rapport au fait que c'est fou que Baki ait perdu pour une première fois, mais que ce soit comme ça dans ces circonstances-là, face à Jordan Zebo, qui est quand même celui sur lequel on compte vraiment jamais. C'était absolument dingue. L'image du chaos est folle. Le scénario du combat est assez fou, c'est-à-dire que Jordan reprend l'ascendant d'un coup et tu vois pas vraiment le truc arriver en fait. Enfin, tu vois qu'il est en train de se passer un truc et au moment où tu dis ah il est en train de se passer un truc et bah Baki il est au sol avec les bras en croix. Enfin c'était absolument dingue comme image. Je sais pas si vous avez été aussi choqué que moi. Ah bah si si si, je rigole Ori parce qu'il y a certains messages que ce soit en privé ou sur Twitter qui me font oui, les mecs, franchement, des fois vous êtes des tueurs. Franchement, vous êtes trop marrants. Mais non, le scénario dingue aussi. Moi, j'ai commencé quand même à sentir une sorte de twist au troisième round où je vois quand même Baki qui commence à plonger. Tu sais, qui saisit beaucoup les mains de Zebo pour récupérer. Et puis à un moment donné aussi au troisième round, en fin de troisième reprise, il y a un spinning backfist de Zebo que Baki, tu sais, il a l'équivalent du taux du niveau de réactivité de quelqu'un qui en a 85 quoi. Il y a aucune réactivité, il mange le coup. Bon bah il a le chin sur ce coup-là, mais ouais non finir en croc-up Gonzaga c'est jamais bon. Semble-t-il qu'il avait les croisés donc à gauche. Bon bah là on est sûr qu'il les a à droite au moins, ça c'est une certitude. Mais ça va être long, c'est même pas une vanne, c'est juste un fait. C'est terrible ce qui lui arrive à Becky avec cette défaite là, la manière, le scénario, comment se relever de ça. Bah c'est un Zebo l'a vécu un an et demi avant, à lui de se relever d'un défi comme celui-ci. En tout cas pour Zebo, moi c'est pour ça que j'aime le sport, hein. Je m'arrête là, c'est tout. C'est pour ces histoires, c'est pour ces émotions vécues. C'était un paria après le combat contre Doumbé et maintenant c'est un héros. Le message d'après-combat est magnifique, la performance l'est également. J'aime le sport, c'est tout. Ouais, incroyable soirée qu'on a vécue, surtout que c'était à Strasbourg chez Baki pour sa première défense, donc ça devait vraiment être
le retour en grâce pour lui avant peut-être un départ vers le PFL ou une autre organisation. Et bon, là, le plan a un peu capoté, on va dire. Ouais. Donc on a hâte de voir la suite. Mais Et effectivement, juste un mot vas-y, quand vas-y. même juste un mot quand même pour Manon qui en 1 minute 10 a donné un peu de relief à une carte toute pourrie à Vancouver. C'était vraiment une main card que j'ai très peu appréciée, à part la perf de Charles Jourdain qui était à son image, Air Jourdain, avec des flying knee, il en tente deux, le troisième passe, c'est magnifique. La perf de Manon est très belle, avec une stratégie différente, avec un camp différent. Visiblement, elle n'a pas passé les mois les plus simples de sa vie avant le combat. On peut le comprendre après une défaite au sommet d'un rien contre Valentina. Mais ouais, non, très belle perf de Manon qui bat le talent qui monte. C'est le deuxième talent qui monte qu'elle fait redescendre hein, avec Irène Blanchefine, mine de rien. Donc elle s'installe encore plus comme le top 2, 3 peut-être de cette catégorie qui est compétitive, on le rappelle. Donc bravo Manon, bravo à Aldiric, bravo à toute la team. C'est une super performance. Maintenant, ça pue l'interim title shot contre Natalia Silva cette affaire. Mais moi, ce que j'ai trouvé vachement impressionnant, en fait, c'est que déjà d'une, c'est peut-être le scénario parfait quand tu veux te relancer après une défaite. Et de deux, en fait, elle a pas mal changé de choses. Manon, elle est partie s'entraîner chez Firas Zahabi au Tristar Gym, et on a vu une manière de striker un peu différente, une approche un peu différente. Elle était beaucoup plus dans le in and out que ce qu'elle fait d'habitude, où elle aime bien rentrer, planter, envoyer des coups. Là, elle avait une approche. En fait, j'ai trouvé un peu bizarre, mais au moment où, ce que je vous ai dit sur le groupe, au moment où j'ai commencé à me dire putain, c'est chelou, elle combat pas comme d'habitude, et ben elle l'a mise KO, donc forcé de constater que ça a fonctionné. Ouais. Donc on est tous très contents pour Manon. Honnêtement, je pense que le pire truc pour un combattant de MMA, c'est d'arriver au sommet, de perdre ton title shot et de tomber dans une espèce de spirale infernale. On a eu plein de spirales comme ça, de trucs comme ça, un peu les Darren Till, les Dan Hardy, des combattants qui ont jamais vraiment réussi à se relever d'une défaite pour le titre. Donc très très content, c'est un très très bel indicateur pour la suite de la carrière de Manon. Tout à fait, il fallait le placer quand même. Merci messieurs. Ouais, on va voir ce qui se passe pour la KT, sachant que UFC 322, ça sera Shevchenko contre Weili Zhang, donc qui nous donnera peut-être un indicateur de ce qui va se passer dans cette catégorie. Mais en attendant, on est à l'UFC 321. Déjà, quel plaisir, parce que la main card sera à 20h, donc aucune excuse. Je crois que les 8 premiers combats sont sur le Twitch d'RMC, donc vraiment aucune excuse. Et puis voilà, c'est Cyril Gane contre Tom Aspinall, le combat qu'on attend le plus. Alors la carte, si je peux donner un peu mon avis, la carte ne m'emballe pas plus, mais en fait je pense que le main event le rattrape tout. C'est vrai que comparé à l'UFC 320, il y a une petite baisse de régime, mais bon, on va quand même regarder cette carte avec plaisir. Alors messieurs, on va détailler la main card, on va aller un peu plus vite sur la carte préliminaire. Je vous ai demandé avant de me faire un petit top 3 des combats de cette carte préliminaire. Vas-y, Ori, je te redonne la parole si tu as préparé ton top 3. Ouais, j'ai pas trop envie de vous savonner la planche parce qu'il n'y a pas des milliards de combattants, de combats qui sont intéressants sur les prélims, donc il y a des chances qu'on ait peu ou prou les mêmes. Moi, il y en a un qui m'intéresse pas mal, c'est le retour de Walter Walker, qui est sur une bonne série de 3 victoires. C'est le combattant qu'on avait sorti un peu en prospect chez les heavyweights. Il a un style qui est un peu particulier. Il a un truc sur lequel il excelle, c'est les clés de jambes. Voyons s'il arrive à poursuivre sa série de clés de jambes. Il combat un newcomer à l'UFC, Louis Sutherland, qui avait notamment combattu au Bellator, qui est un gros phénomène physique, mais qui devrait pas trop lui poser de problème. L'autre combat qui m'intéresse pas mal, c'est le combat entre Nathaniel Wood et José Delgado, parce que José Delgado, il est en train de monter sérieusement à l'UFC. Il reste sur une très très belle victoire par KO contre Haider Hamil, qui était un autre prospect, qui était un peu l'homme qui avait battu l'homme. C'est-à-dire que Haider Hamil avait battu William Gomis, qui lui-même avait battu Joe Anderson Brito. Donc par voie de conséquence, on avait l'impression que Haider Hamil allait être un peu la next big things, et puis au final il s'est fait arrêter assez salement par José Delgado au premier round par KO. Donc hyper intéressant, et il prend quelqu'un qui est devenu un peu un vétéran de l'UFC, mais qui est toujours très très bon, Nathaniel Wood, hyper dangereux, plutôt striker, très technique, très propre. On avait notamment vu ça sur son combat contre Morgan Charrière.
Et puis, il l'avait vraiment un peu amené à l'école debout, Nathaniel Wood. Il était beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. Et c'est un combattant qui est quand même à l'UFC depuis quelques années. Il était arrivé un peu comme un prospect en bantamweight, puis il s'était fait arrêter par KO par John Johnson. Puis il était monté en featherweight. C'est pas un très très gros featherweight, mais son manque de qualité physique, entre guillemets, il le compense par une technique et une vitesse qui sont un peu au-dessus de la moyenne de la catégorie. Et puis le dernier combat que je trouve hyper intéressant, c'est le combat entre Mateusz Rebecki et Ludovic Klein qui vont s'affronter un peu aux portes du top 15 des lightweight. C'est l'espèce de zone de danger un peu du classement lightweight où en fait c'est des mecs qui sont pas du tout connus mais qui sont des tueurs à gages qui mériteraient quasiment leur place dans le top 15. Donc voilà, je vous redonne le bâton de la parole les gars, j'espère encore une fois ne pas trop vous avoir savonné la planche. Bien non, bah écoute, je prends le bâton et je l'envoie à Meudon. À toi. Eh bien, moi je vais évidemment citer aussi Nathaniel Wood, José Manuel Delgado. Tu disais que Walter Walker était ton prospect dans notre podcast sur justement un talent par catégorie. Tu t'en rappelles peut-être, Ori, mais José Manuel Delgado, c'est celui qui matchait avec mon choix. C'était vraiment à rien. J'ai failli le mettre lui dans les talents. Capacité de cadrage, très belle boxe. Il y a certaines prédispositions à l'anglaise qui font qu'il a beaucoup de talent et il a un coup d'œil assez vif. C'est pour ça que le duel m'intéresse d'autant plus avec Nathaniel Woods, pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure, sur le fait qu'il est un peu au-dessus de la moyenne de la catégorie sur le striking, et donc j'ai très envie de voir ce combat là évidemment. Je pense que ça va quand même durer, notamment parce que Wood il a quand même il a été chin test et il a quand même une capacité d'encaissement qui est là, sauf si Delgado fait une performance en 2 minutes, là on va commencer à en parler très très sérieusement quand même pour rentrer dans le top 15. Donc ouais, pour l'instant il y a beaucoup de choses qui vont vers lui. C'est le crash test parfait. S'il perd contre Wood, on va se dire qu'il y a du boulot. Il est jeune, encore une fois. Hein, je crois qu'il a quoi, il a 23 ans, Delgado, 24 ans, je sais plus. Je vais vérifier ça, mais il a. Non, 27, il est un petit peu plus vieux, pardon. Mais pour un âge MMA, c'est très jeune. Donc ce coup d'arrêt-là, on pourrait l'entendre. Un peu à l'image, tu vois, de Peyton Talbot contre Raoni Barcelos. Bon, c'est pas le même profil, c'est pas le même âge et tout, machin, mais c'est un bon test. Donc s'il le passe avec brio, merci, bonsoir, et on renverra tout le monde vers notre podcast parce qu'on aura vu ça un petit peu avant les autres. Le deuxième combat, bien sûr, c'est Ludovic Klein contre Mateusz Rebecki. Ludovic Klein, on n'en parle pas beaucoup parce que peut-être aussi il est slovaque, parce que c'est un style d'un mec qui sait faire plein de choses, notamment grappler, lutter, mais bon, voilà, c'est pas le combattant flashy. On rappelle qu'il était censé quand même combattre contre Mateusz Gamrot, hein, qui a combattu contre Oliveira entre temps, donc l'UFC pense à lui peut-être pour aller jusqu'au top 10. Mateusz Rebecki, lui, s'était arrêté aux portes, hein. Il avait cette victoire onirique contre Mirtibek Korolbaï. Depuis, il s'est fait ramener à l'école salement par tonton Bruno Ferreira, qui lui a vraiment mis une défaite, mais traumatisante. Franchement, j'ai rarement vu une exécution pareille. Puis en plus, comme il a un chin de malade, Rebecki, il tire, il dure, et il a pris une deuxième leçon, c'était contre Chris Duncan, ton prospect d'ailleurs chez les lightweight, décidément. C'est le podcast promo en fait. Qui ne t'avait pas du tout convaincu d'ailleurs. Non. Ouais, c'est contre Carlos Diego Ferreira, t'as dit Bruno Ferreira, c'est lui qui pardon, il a en middleweight, Bruno Ferreira. Qui avait fait assez mal à Rebecki. Non, mais oui, c'est un combat méga intéressant. Et puis oui, c'est peut-être un combat qui a pas trop marqué les gens, mais effectivement, Ludovic Klein a bien combattu Mateusz Gamrot. Le combat s'était bien fait au final. Gamrot avait gagné. Ah oui, c'est vrai. Putain, tu vois, c'était un combat à quel point. C'est vrai, oh là là, mon Dieu. Pour te dire à quel point. C'était un combat à l'Apex sur une carte où en fait Mateusz Gamrot aurait dû être main event contre Tsarukyan, mais Tsarukyan avait dit non, et puis au final il avait passé en main event contre Klein. Donc ouais, il revient de son premier revers ces dernières années là, Ludovic Klein. Il va falloir prouver, mais Rebecki c'est un sacré client. Que tu lui donnes de Rebecki, ça montre quand même qu'il compte encore sur lui. Après, vu les 3 guerres qu'il vient de prendre, Rebecki, ça va être compliqué quand même. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un downfall qui va arriver pour lui quand même. Ça peut possiblement arriver ce week-end. Ouais. Beaucoup trop généreux. Justement, j'allais vous dire, Rebecki, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines qu'il avait le visage en miettes face à Duncan. Est-ce qu'on n'est pas sur un retour un peu rapide pour notre ami ? C'est ce que je me disais, ouais. C'était en juillet, je me rappelle, la Fight Night.
C'est où en il prend août, Duncan. en août. Ouais, début août. 3 août. Où effectivement il avait Ouais. le visage en Sharpie et ouais là on est 2 mois plus tard et le mec est de retour. Est-ce qu'il a la capacité de régénération de je sais plus qui c'est dans les Marvel, je crois que c'est Iron Man. Est-ce qu'il va pouvoir revenir avec meilleur. C'est Wolverine, monsieur. Ouais. Wolverine, Ça bien montre sûr. une culture. Comment il te dit ça il te prend de haut en te disant ça en plus. Évidemment. Iron Man, alors il est juste riche, Iron Man. C'est vrai. Alors, moi je l'adore, hein, Iron Man, donc attention. C'est de Saroukian, Iron Man. Et puis il a réussi à éviter la prison comme Sarkozy pendant longtemps, Iron Man aussi. Putain, on va combien de temps on va sortir de Sarkozy aujourd'hui, putain. Et ouais, attends, juste mon troisième combat, c'est le retour d'Alice Kirov. Malheureusement, je pense que ça va pas durer longtemps. Yun Young Park, c'est un petit cran en dessous, mais ouais, je suis content de revoir Alice Kirov. Mine de rien, quand on voit le talent, la carrière avance peu. Hein. Tu lui donnes Robert Whittaker, puis après tu lui redonnes des mecs derrière lui ou pas loin. Enfin, sa carrière avance pas assez vite à l'UFC comparé au talent et au potentiel. Ouais, mais je trouve ça pas forcément mauvais, tu vois, parce que Peyton Talbot, il prend un énorme stop il y a 1 an contre Raoni Barcelos, Ouais. il gagne un combat et on lui remet Henri Cerudo, tu vois. On lui remet un Cerudo, cran extrêmement au-dessus, donc j'ai envie de te dire, à la limite, il vaut mieux que ça se passe comme ça, que le mec se reconstruise tranquillement après cette défaite quand même assez traumatisante contre Robert Whittaker. Mais attention, c'est un client en merde, le coréen. Hein. Franchement, effectivement, il est censé être au-dessus Alice Kirov, mais il est compliqué. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, Merci, messieurs. Ouais. Merci. Moi, mon top était un peu similaire à Nathaniel Wood Delgado parce que j'aime beaucoup Delgado et on arrive un peu au combat fatidique où il va prendre un peu un vétéran. Je pense même que la cote de Nathaniel Wood est un peu sous-cotée quand même. Il y a un peu un petit manque de respect de ce côté-là. C'est un combattant que j'aime bien. Donc ça, j'ai hâte de voir. Rebecki, Ludovic Klein, moi j'aimerais bien qu'en fait notre ami Rebecki prenne un peu la place de la vieille garde, quoi. Ça pourrait être un mec qui pourrait jouer dans la cour des Poirier, des Hooker, voilà, des espèces de gars à guerre, quoi. Donc ça j'ai envie. J'espère que comme on disait, le retour ne sera pas trop rapide. Après il y a un petit souci chez Rebecki, c'est qu'il marque énormément et j'ai l'impression que ça le dessert souvent. Donc tu lui souffles dessus, il a un peu la tête qui part. Et pour faire un peu mon hipster, je vais prendre Akparas contre Salkill, qui est un peu le combat qui a été rajouté au dernier moment, parce que Salkill, voilà, moi j'aime bien, c'est un mini l'Australien, il a un prospect. mulet. Ouais, voilà. Akparas, ça va peut-être être une marche un peu haute pour lui. Mais voilà, pour ce qui est de la carte préliminaire. Messieurs, vous avez été très bavards, donc c'est super. On va pouvoir avancer rapidement sur cette carte préliminaire qui va commencer avec un combat chez les strawweight féminines. Jacqueline Amorim contre Mizuki Inoue qui revient d'une longue absence. Jacqueline Amorim qui est une combattante que j'aime bien en général. Je vais repasser un peu vite, après je vais vous redonner la parole. Flyweight, Azat Maxoum contre Mitch Raposo. Tiens, on va faire un petit combiné avec ces deux combats-là. Est-ce qu'il y en a un qui vous dit un peu plus, Clément par exemple? Écoute, Maxoum, il avait été testé à 2 reprises contre Ulanbekov et contre je ne sais plus qui d'ailleurs, mais il y avait un semblant de petit plafond de verre. Il était arrivé invaincu à l'UFC et bon après voilà, c'est les combattants de l'Est, des fois ils ont un palmarès qui est très important. Ils arrivent et ils sont un peu remis sur terre contre l'élite. Donc Charles Johnson qui est peut-être top tier des mecs les plus sous-cotés de tout l'UFC quasiment, voilà. Il avait d'abord été testé, puis ensuite donc contre Ulanbekov. C'est pour l'instant pas un top 15. Comme Almabayev d'ailleurs, ils souffrent tous les deux pour l'instant d'un manque d'épaisseur. J'ai l'impression qu'ils subissent le clinch, tu vois. Sur certaines situations au sol, ils sont quand même un petit peu en déliquescence physiquement parlant. Donc il y a un développement à faire de ce point de vue-là, mais c'est un combattant qui a du talent. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Malheureusement, Mitch Raposo, c'est un mec quand même assez lourd pour le coup aussi dans la KT, donc j'ai peur qu'il y ait aussi une différence physique sur le haut du corps, notamment en la faveur de l'américain. Donc voilà, ce combat-là, si je le vois pas, je serai pas dans le dur, mais je vais essayer quand même de le voir. Sachant qu'ils sont, donc tu disais, sur RMC sur Twitch. Ouais.
Ori, pareil, est-ce qu'on va aller chez les flyweight ou chez les strawweight féminines? Écoute, je suis assez d'accord avec Clément. Azat Maksum, c'est un client assez intéressant, même si il s'est fait un petit peu stopper, mais pas de manière traumatisante non plus. Tagir Lambekov, il perd une décision serrée. Contre Charles Johnson, pareil, il perd une décision serrée, ce qui est finalement assez impressionnant quand on voit un peu le record de Charles Johnson, qui est vraiment, comme l'a dit Clément, je suis d'accord avec lui, un combattant très 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 bon et très très sous-coté. Et puis Jacqueline Amorim, c'est assez intéressant. C'est une combattante qui était arrivée à l'UFC, qui était arrivée invaincue à l'UFC avec un gros palmarès en jiu-jitsu brésilien et qui s'était fait stopper dès son premier combat, par Sam Hughes. Et depuis, elle est sur une très très belle série. Elle est sur 4 victoires d'affilée. Donc elle a réussi un petit peu à corriger les défauts qu'elle avait, c'est-à-dire si j'arrive pas à avoir le finish au premier round, c'est beaucoup plus compliqué niveau cardio. J'ai beaucoup plus de mal à avoir mes takedowns et à dominer au sol. Et puis oui, non, depuis, elle est sur 4 finishes d'affilée. Donc c'est une combattante hyper intéressante qu'il faut suivre. Elle a quand même tapé le bas de la catégorie, Montserrat Ruiz, Cory McKenna, Vanessa Demopoulos, Poliana Viana. Il y a des chances que ces noms vous disent rien, peut-être plus Poliana Viana pour d'autres raisons que combattante. Ouais. Pour des raisons, bref. Et Mizuki Inoue, c'est une combattante qui effectivement a eu un gros layoff, qui est pas mauvaise, mais qui n'a rien d'exceptionnel non plus. Je pense que Jacqueline Amorim devrait être capable de faire parler son sol et de s'imposer assez rapidement. Et puis ensuite, il faudra se projeter un peu plus vers le haut de la catégorie, parce que on le verra avec le co-main event, cette catégorie strawweight devient de moins en moins intéressante malheureusement. Ouais. Totalement. Si on m'avait dit l'année dernière que Magan Zindern allait avoir un title shot, je pense que je l'aurais pas cru. Mais bon, c'est comme ça. En parlant de catégories un peu compliquées, on va aller chez les poids lourds, parce que oui, c'est une carte sous le signe des poids lourds. Et malheureusement, si avec Thomas Pinal, Cyril Gane, Jelton Almeida, on espère dire au revoir au beau bébé, là, ce combat-là, on est servi, parce que Hamdi Abdelwahab, qui avait été chopé pour stéroïdes, qui n'a pas un physique à stéroïdes et pourtant qui avait été chopé pour ça, contre la légende Chris Barnett, 39 ans. Messieurs, j'ai vu la stat comme quoi Chris Barnett faisait la même taille que Brandon Royval. Ouais. Je crois que c'est ça, voilà. Donc c'est les 5'9", présente le deux. bonhomme. Voilà, 5'9", donc magnifique. Et sachant que Chris Barnett, ça lui arrive de manquer le poids. Donc vous pouvez imaginer la taille du bébé. J'ai envie que ça dure pas trop longtemps. Chris Barnett, c'est rigolo, mais c'est quand même un peu triste. Le dernier combat, ça avait été très compliqué. Il est vraiment sur la fin. Hamdi Abdelwahab, pareil. Vraiment, c'est le genre de heavyweight que je veux plus trop voir. Ori, qu'est-ce qu'on en pense? J'aime beaucoup ce combat. J'aimerais bien qu'ils fassent un duel de ventre, en fait, qu'il n'y ait pas de bagarre, c'est-à-dire qu'en fait ils soient d'accord tous les deux pour faire un espèce de duel Star Wars avec leur bedaine. Ça pourrait être très intéressant. J'ai peur que sur le face-off, les deux ventres se touchent et que ce soit compliqué pour les deux. Ouais, je suis bien. Alors, en fait, il n'y a pas d'espace pour que Dana White se mette au milieu. Non, ouais, c'est là, on est clairement à l'UFC en 93, là au début de l'UFC. C'est un peu. T'as raison, en fait, je pensais qu'on était sorti un peu de ce genre d'affrontement, parce que tu vois, t'as des heavyweights qui sont hors ranking, ils sont pas très bons, mais qui restent un peu in shape, tu vois, les Mo Ousmane, ce genre de mec, bon, qui certes popé pour stéroïdes, mais Ousmane, oui. Mais ouais, en fait, stylistiquement sur ce combat, on a peut-être pas des masses de choses à dire, si ce n'est que Chris Barnett, étonnamment, c'est un mec qui a un style taekwondo, qui envoie beaucoup de kicks, ce qui est vraiment pas dit quand on voit son physique, encore une fois. Hamdi Abdelwahab, c'est un combattant qui avait participé au JO en lutte. Qui a une très très bonne lutte, enfin relativement en tout cas au poids lourd de ce niveau-là. Donc la logique voudrait qu'Hamdi puisse imposer sa lutte sur Chris Barnett et s'en défaire assez facilement, mais honnêtement, moi ce combat c'est un peu mon Kinder Surprise de la soirée. Mon réveil sera à ce moment-là. Ah non, même pas, parce que c'est assez tôt. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, après, est-ce qu'on devrait parler de ce combat, parce que Chris Barnett va rater le poids, donc je ne sais pas trop. Clément, est-ce qu'on en parle quand même? Bon, écoute, à partir du moment où Ori il a parlé du taekwondo et du spinning wheel kick de Chris Barnett, j'ai rien à dire. Il a été au sommet de ce qu'on peut donner comme analyse sur ce combat-là. Donc bravo, merci, et je m'arrêterai là. J'ai une deuxième requête. Voilà. Est-ce que c'est possible qu'à la place de leur mettre de la vaseline sur la gueule, on leur mette de l'huile sur le corps? Juste pour vérifier un truc.
C'est intéressant ce que tu proposes là, aujourd'hui. C'est un podcast particulier. Vive les beaux bébés. Bon bah messieurs, combat suivant, on en a un peu parlé. Nathaniel Wood contre Delgado. Oui, Nathaniel Wood qui avait gagné le dernier combat contre Morgan Charrière. Je disais, je sais pas si tu es d'accord Clément, que je trouvais la cote, alors je sais plus où elle est, je pense qu'on est à moins 400 pour Nathaniel Wood. Est-ce qu'on le sous-cote pas un peu, notre ami? Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'opposition. On va forcément coter, et les bookmakers, évidemment, on peut pas leur reprocher après ce que Delgado a fait à Amil. D'ailleurs, qui était pour beaucoup un early stoppage, si je peux le dire. J'aurais bien aimé en voir un peu plus d'ailleurs du Delgado contre Amil, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Oui, je pense que Wood peut être un petit peu sous-coté. Il a été très mis en avant au départ. Là, je pense que le moins 400 est clairement dû au fait qu'il ait Delgado en face de lui, voilà, moi je le mets parmi mes top prospects de cette catégorie-là. Mais c'est un combattant qui, comme plein d'autres, comme plein de mecs forts du Cage Warrior, d'organisations européennes, comme c'était son cas, arrive avec des acquis. Tu vois, typiquement, Nathaniel Wood, je pense que c'est un mec très fort à l'entraînement. Mais qui, contre des bestiaux, contre des mecs plus larges, plus lourds, peut-être plus talentueux que lui, passera pas le cut. Mais je pense qu'à l'entraînement, c'est une bête, ce mec-là. Ouais, Ori, on a pas mal parlé de Delgado qui a un taux de finish de 100%. Donc on sent que c'est un gars qui est amené à être mis en avant par l'UFC. Comment tu le présenterais, toi, aux gens qui ne le connaissent pas? Bah écoute, le problème c'est que j'ai vu que ces deux combats à l'UFC et qu'ils n'ont pas duré hyper longtemps, donc on n'a pas encore eu un éventail hyper large de ce qu'ils pouvaient faire au plus haut niveau. Mais en tout cas, particulièrement sa dernière victoire était hyper convaincante. Tu sens un peu l'instant de tueur en fait, et ce qui est assez rare en fait chez les featherweight dans ces catégories-là qui sont pas des catégories hyper lourdes. Tu sens qu'il y a vraiment un truc un peu à la Poirier quelque part, un peu l'odeur du sang. Tu sens que quand il a touché en fait, il sait que c'est le moment d'y aller. Et encore une fois, sa performance contre Haider Amil était hyper impressionnante. J'ai trouvé l'info des cotes. En fait, Nathaniel Wood est à peine underdog. Il est à plus 130, donc pardon. était respecté. Mais honnêtement, si c'est moi qui avais dû faire les cotes, je l'aurais mis favori Wood, parce qu'il reste quand même sur 1, 2, 3, 4, 5 victoires sur ses 6 derniers combats. Sa défaite c'était contre Mohamed Naimov et c'était un combat assez serré en plus. Donc pour moi ça fait vraiment partie de ces mecs-là. On parlera d'Axparas plus tard, qui sont vraiment très très sous-cotés, qui ont vraiment un niveau hyper solide, et parfois tu mets des prospects contre eux en fait en te disant ça va être de l'argent facile pour les prospects, et en fait non, tu vois, en fait je pense que c'était un peu ce que c'était du l'UFC en mettant Morgan Charrière face à lui. Et même Charles Jourdain, je me rappelle qu'il nous avait un peu tous calmés au premier UFC Paris. Charles Jourdain, il avait débarqué sur du Booba comme un Français. On était comme des oufs. Et puis au final, Nathaniel Wood s'était imposé de manière assez convaincante. Donc attention, je pense qu'il a les armes pour faire déjouer pas mal de combattants dans cette catégorie-là. Mais le problème qu'il a, je pense, c'est un problème physique. C'est un bantamweight qui est monté en feather. Il est pas énorme, contrairement à Delgado, qui est beaucoup plus un morceau. Donc, moi j'ai dit, je l'ai scouté un peu pour le podcast qu'on a fait ensemble avec Ori. Il a une super anglaise. C'est quelqu'un qui a des mouvements de buste, du head movement qui lui permet d'aller chercher par exemple des uppercuts au corps, des choses qu'on voit pas beaucoup en UFC, enfin des choses qu'on voit pas beaucoup en MMA, pardon. Et il a une telle aisance dans son déplacement de buste et dans ses angles de frappe que c'est un mec vraiment super dangereux. Je te dis pas que c'est Petroyan non plus, mais il a une anglaise qui déjà aujourd'hui maintenant s'inscrit dans l'une des meilleures anglaises de la catégorie, quoi. Et même en dehors de l'anglaise, le fait de reconnaître que Haider Amil met sa garde haute une demi-seconde et que le meilleur choix à faire c'est d'envoyer un genou qui remonte du bas vers le haut, franchement c'est quand même un signe qu'il y a une espèce d'instinct de tueur et qu'il y a quelque chose, quoi. C'est travaillé peut-être, hein. Donc ça voudrait dire qu'il a un bon coaching au staff aussi, quoi. Enfin voilà. Ça voudrait dire qu'il s'entraîne, contrairement à beaucoup de combattants à l'UFC, t'as l'impression des fois quand tu vois les performances. Clairement. Bon bah en tout cas le combat ne pas rater dans cette carte préliminaire, ça va être Nathaniel Wood contre José Miguel Delgado. On est chez les featherweight. On revient chez les heavyweight. Walter Walker contre Louis Sutherland. Alors Ori en a un peu parlé, c'est vrai que Walter Walker, faut pas trop penser à son frangin, parce que Walker c'est plus un lutteur. Il a passé une partie de sa vie en Russie.
Effectivement, cette passion pour le heel hook. Donc là, ça va être face à Louis Sutherland, qui est effectivement un beau morceau, un espèce de bodybuilder, un peu stiff, on va dire. Voilà, on va voir si Walter Walker peut l'amener au sol, parce que s'il n'y arrive pas, je pense que Sutherland peut un peu l'emmerder. Mais normalement, le combat Il a pris du poids depuis. Pour faire monter Walker. Qui ça, Louis? Non, ouais, il est plus grassouillé qu'il n'a pu l'être avant. Ouais, moi j'ai un souvenir de Sutherland. Vas-y Clément. Ah, j'ai fini, pardon. Non, pardon. C'était moi qui disais que Walter Walker avait un peu fité par rapport à avant. Je trouve qu'il y a eu un départ à l'UFC qui était un peu raté, et je le trouve un peu plus athlétique qu'avant. Ouais. Ça. Moi, le souvenir que j'ai de Sutherland, c'était un combat contre Slim Trabelsi au Bellator. Et je l'avais vu ce combat en direct, et Trabelsi l'a emmené au sol un peu à l'envie, honnêtement. Donc je pense que... Enfin, c'était il n'y a pas longtemps en plus, c'était en mai 2024. Donc je suis pas sûr qu'entre temps il ait comblé tous ces problèmes-là qu'il avait. Je pense qu'honnêtement, et puis c'est un combat qui est plutôt, je crois, en short notice, oui, parce qu'il devait combattre Mohamed Ousmane il y a 2 semaines, Walker, et puis il a popé. Donc ils ont appelé Sutherland un peu au dernier moment. Donc honnêtement, ça devrait être assez un peu du tout cuit, malheureusement, pour Walter. Immense what if Slim Trabelsi, malheureusement. Ouais, absolument. Mais c'était la carte de Doumbé, non? C'est Ori. Je te dis ça. Je crois que c'est la carte où il avait pris juste après Miller, Willis, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, Willis. Ouais, qui était à Paris, effectivement. Très bien, j'y étais aussi. On va passer à la suite chez les lightweight. Abdul Karim Al-Selwadi contre Mateusz Camilo, et puis le lightweight qui nous intéresse un peu plus, Ludovic Klein contre Mateusz Rebecki. On va voir si la technique de Ludovic Klein pourra faire face à un Mateusz Rebecki qui a de l'envie dans tout ce qu'il entreprend. Ça c'est certain, quitte à être un peu foufou parfois. Je vous ai pas demandé, est-ce que vous voyez Rebecki s'imposer sur celui-là, Clément? Sans les 3 guerres sanguinolentes et qui lui ont fait perdre 10 ans de vie chacune, oui, avec non. Tout simplement. D'abord en plus parce que Rebecki est un bon lutteur, mais il est complètement tombé amoureux de son overhand du bras arrière, donc ça rend le truc un peu lisible. Il a un striking qui est peut-être un petit peu plus diversifié qu'on ne pourrait le penser d'ailleurs vu les guerres, mais soit il est mal coaché, soit dans le dur il rapetisse un peu son champ d'action, mais ouais, je suis un peu déçu quand même. Autant Rollbaï, je suis complètement dingue de ce combat, et c'est un de mes combats préférés ever. Autant les perfs contre Duncan et contre Diego Ferreira, je vais y arriver, bon déçu. Normalement Duncan il doit le passer beaucoup plus facilement que ça, à tel point qu'il a perdu. Après, Klein frappe pas fort par rapport aux autres. Ouais, c'est vrai. Donc c'est peut-être le bon combat de relance pour lui. Et t'as pas besoin de frapper fort pour ouvrir un mec qui est déjà plus ou moins ouvert comme Nate Diaz, tu vois, par exemple. En fait, moi j'ai peur que, comme on le disait un peu tout à l'heure, qu'il ait un peu trop laissé de plume en fait dans sa montée en fait jusqu'à ce combat-là. Enfin, franchement, tu regardes son visage à la fin des 3 derniers combats, que ce soit Orolbai, que ce soit Duncan ou que ce soit CDF. Honnêtement, le mec il a une tête. Enfin, t'as l'impression qu'il a fait la guerre littéralement. Diego Ferreira, c'est terrifiant. La fin du combat quand il tombe et qu'il est mis KO, c'est terrifiant. Il a il a les 2 arcades ouvertes. C'est une boucherie. Ouais, et puis surtout le pire c'est qu'il démarre assez bien ce combat, et en fait c'est comme s'il s'était métamorphosé un peu sur ce combat-là, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu un peu un mec qui fait la guerre, parce qu'avant effectivement on l'avait vu, moi je me rappelle au Contender Series, c'était un vrai grappleur, Rebecki, hyper dangereux, et moi quand je l'avais vu arriver à l'UFC je m'étais dit que ce serait un peu entre guillemets, entre de gros guillemets, un espèce de nouveau Khabib venu de Pologne, parce qu'il était vraiment très très solide en grappling, et puis ouais, qu'une super belle surprise lorsque j'ai vu que ce mec-là s'était mué en un espèce de Diego Sanchez Prime, avec un meilleur menton certes, mais bon, c'est pas du tout un style de combat qui fait que tu vas être durable. Donc moi honnêtement j'espère que Mateusz Rebecki va absolument revoir son approche, parce que c'est pas en faisant la guerre debout contre Klein qui s'en sortira, surtout que Klein c'est pas un combattant qui accepte la guerre, c'est un combattant qui bouge très bien, qui à mon avis aura les armes pour sortir de la boîte, piquer Rebecki quand il faudra. Voilà, c'est pas du tout le profil type des 3 derniers combattants qu'il a pris, donc je pense que s'il joue au jeu de la guerre debout contre Klein, ce sera pas la meilleure chose. J'espère que voilà, il va repenser son approche, Rebecki.
Très bien. Bon, un combat qui promet en tout cas. Middleweight Ikram Aliskerov contre Park Jong-yong. Ikram Aliskerov, un beau prospect quand même qui avait été stoppé par Robert Whittaker dans un short notice qu'il a dû un peu regretter depuis. Il était revenu dans le vert avec une victoire contre André Muniz. Il avait enfin affronté André Muniz. Là, on va faire face à un vétéran, The Iron Turtle, pour peut-être se relancer et, comme tu disais Clément, se lancer définitivement chez les middleweight. Est-ce que tu crois toujours en Aliskerov? Est-ce que tu penses que le spectre de Robert Whittaker va disparaître petit à petit? Bah oui, pour moi ça c'est qu'une virgule dans sa carrière. Je caricature un peu, mais c'est pas quelque chose qui a tant de force que ça. Faut pas oublier qu'il rend service à l'UFC, hein, puisque donc Whittaker prend normalement Chimaev à ce moment-là. Aliskerov arrive en autre épouvantail. Il suffit de voir à quel point les gens émettaient des doutes sur la capacité de Whittaker à battre Aliskerov pour comprendre à quel point c'est un danger. C'est la deuxième défaite de sa carrière, d'ailleurs de la même manière, hein, cet uppercut du bras arrière comme ça là qu'il a visiblement du mal à avoir. Sinon pour le reste, c'est un mec qui met de la pression, c'est un mec qui a une anglaise de qualité, il a des kicks, il a de la lutte, du grappling, il a tout. Donc pour moi il a tout en effet là aussi pour monter très vite dans les conversations intéressantes. On peut peut-être reprocher, ouais c'est ça, des matchmaking qui lui sont pas forcément favorables pour exploser à la face du monde. Moi j'attends de le voir en entrée du UFC numéroté, en entrée de main card. Pourquoi Bonica y est et pourquoi pas lui, tu vois, enfin, on parle d'un mec de la même catégorie. Pourquoi Joe Pyfer fait des main cards? Maintenant c'est un peu plus crédible. Pourquoi pas lui? Donc peut-être que c'est pas parce que c'est pas un super communicant, parce qu'il ouvre pas sa gueule, parce qu'il est pas pro-Trump, je ne sais pas, mais il lui reste 2-3 petites choses à faire en dehors de la cage peut-être pour gagner un crédit, parce que pour moi le talent dans la cage il l'a absolument. Pour moi c'est un top 8 middleweight. Après entre 8 et 1 il y a un fossé qu'il creusera ou non, mais pour moi c'est un top 8 de la KT aujourd'hui. Très bien, très bien. Eh ben, écoutez, on va voir pourquoi tu te marres, Ori, qu'est-ce qui se passe? Non, bon, c'est le fait d'imaginer un Dagestanais pro-Trump, ça me fait beaucoup rire en fait, je sais pas. Un Dagestanais avec la papka plus le chapeau Make America Great Again, je sais pas pourquoi. L'image m'a beaucoup fait rire. Mais attention à Park, hein, franchement, c'est un vrai client en merde. C'est un combattant dont le style en fait, c'est il te laisse le défoncer pendant le premier round et le début du deuxième. Et puis une fois que t'es gazé, et bah non, mais c'est ça. Le mec s'appelle The Iron Turtle. Il avait expliqué un jour que s'il avait ce nom-là, c'est parce qu'il laisse les gens se casser les poings sur sa carapace et puis après il revient. Et franchement, c'est vraiment ça. Hein. Aliskerov, on sait que c'est un combattant qui est quand même très explosif, et debout et en lutte. Attention, tu vois, s'il n'arrive pas à le terminer au premier, deuxième round et que Park est encore là au troisième, ça pourrait être un client un peu plus à emmerde. Et puis il est sur un bon win streak. Park, il a perdu un combat contre André Muniz, split il y a 3 combats, mais depuis il a battu Brad Tavares, il a battu Nordiev qui était un assez bon combattant, et puis juste avant ça il bat Durev, il bat Tulolim, il bat Holmes, il bat Anders. Enfin, il est quand même pas sur une grosse série pour rien, je trouve, Park. Mais effectivement, ouais. c'est plutôt un match-up quand même favorable pour Aliskerov. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, on va fermer la carte préliminaire avec la dernière addition, Nasrat Akparas contre Cullen Salkild. Voilà, Salkild qui avait eu un énorme finish et puis ensuite une décision unanime, je crois, contre je ne sais plus qui. Là, ça va faire contre. Voilà, c'est ça. Akparas, ça va être peut-être un peu haut pour lui, mais voilà, je pense que c'est un combat sympathique pour terminer. Avant une main card, la main card qui va commencer à 20h, donc on va monter chez les light heavyweight, Alexander Rakic contre Azamat Murzakanov. Alors Rakic, un petit what if aussi, c'est un combattant qu'on voyait très beau il y a encore quelques années, et puis bon, il y a eu plusieurs soucis, notamment cette grosse défaite contre Blachowicz, après Prochaska, après Ankalaev, bref. Rakic, on a un peu l'impression que c'est plus que l'ombre de lui-même, et il fait face à Murzakanov qui, malgré son grand âge, est quand même un petit prospect sympathique chez les light heavyweight, qui est une catégorie qui va devoir bientôt se renouveler, non, mine de rien, puisque Alex Pereira n'est pas encore là pour très longtemps.
Qu'est-ce qu'on en pense? Tiens, je vais te redonner la parole, Clément. Bon, bah, Rakic, ça fait longtemps qu'on le voit. Est-ce que ça ressemble quand même à un combat où on veut faire monter Murzakanov, qui en plus a plusieurs finishes à son actif. Voilà. Et comment tu vois le combat? Est-ce que tu vois des chemins de victoire pour Rakic? Écoute, la première chose que je peux dire, c'est pas forcément un message d'objectivité, mais Rakic est et restera stylistiquement un de mes combattants préférés. Tout simplement. Je trouve qu'en termes de striking, il a une des palettes, et pourtant on est suffisamment critique des light heavyweight dans ce podcast pour le dire. Moi vraiment, je trouve que c'est l'antipode de plein de mecs de cette catégorie-là. Stylistiquement, c'est une merveille. Sa posture, ses kicks, jambes avant, jambes arrière. Il est capable de monter très vite au visage sur ses high kicks. Il a un bon jab, il a des bons crosses. Enfin, vraiment, stylistiquement, c'est un mec de fondamentaux très, très, très solide, qui vraiment élite. Mais malheureusement, il est sur 3 défaites de suite. La première étant le jour où il s'est fait les croisés. Revenir des croisés quand tu fais 13 kilos, grand minimum, au quotidien, c'est forcément plus difficile. Hein. J'embrasse. C'est quelque chose aussi, Clément. Ouais, mais je fais pas 93 kilos quand même. Non, enfoiré. Ça va. Un peu de loup quand même. mais non, en effet, même à 80 kilos, c'est parfois difficile de se remettre des croisés, mais je ne suis quand même pas professionnel. Et ouais, non, voilà, stylistiquement, le cadre est posé. La blessure des croisés, évidemment, change les choses. Tu prends Proraska derrière, Proraska, on l'a vu encore contre Roundtree. Tu disais tout à l'heure Iron Turtle, qu'est-ce qu'on devrait dire de Proraska, hein, qui jouit de perdre 2 rounds avant de massacrer son opposant dans le 3e. C'est comme ça, et puis Ankalaev, perdre contre Ankalaev n'est pas du tout une chose infamante. Par contre, moi, c'est la prestation contre Ankalaev qui m'a vraiment pas plu sur ce combat-là. Je pense que la menace de la lutte l'a vraiment sali, et il est devenu frileux, apathique à moitié. Donc la perspective du combat contre Murzakanov va peut-être un petit peu plus dans ce qu'il peut rechercher, avec une épreuve de force de striking. Et quand tu vois l'adversité de Murzakanov, qui certes est en 15-0 et a tapé des mecs qui ne sont pas inintéressants pour autant, hein, moi j'ai un peu scouté là Murzakanov avant de venir vers vous, messieurs. Je suis pas convaincu, hein. Il y a une ultra dépendance du bras arrière. Alors le bras arrière, donc, qui est son bras gauche en l'occurrence, hein, parce qu'il a le stance de la jambe droite en avant. Le bras gauche est une arme multiple, parce qu'il a il y a un de ses KO à l'UFC où contre Devin Clark, il finit en ground and pound, mais le coup qui fait la différence, c'est un crochet. Enfin, c'est un crochet. À la base, il le met en overhand, mais en fait, il redescend pour aller au corps. Il tape au foie. C'est pas souvent quand MMA on a des KO qui viennent d'un cross au foie. Donc vraiment, sa jambe gauche est une arme ultime. Il a quelques kicks aussi de la jambe arrière, mais soit il est faible, soit il l'utilise pas. Mais ses appuis avant, que ce soit la jambe ou le jab, est très peu présent dans son arsenal. Et donc voilà, c'est un combattant qui en plus peut subir un petit peu des problèmes de cardio si ça dure. Donc je vais aller vers Rakic parce que c'est le genre de combat où je pense qu'il peut donner sa pleine mesure. Très bien. Ori, est-ce qu'on dit au revoir à Rakic ou non? Parce que là, c'est vraiment le combat où il faut gagner, quoi. Ouais, carrément. Mais moi, je suis assez d'accord avec Clément. Déjà, sur le premier truc, le fait que je trouve qu'il est pareil, magnifique à voir combattre Rakic. Il est hyper technique debout. Faut voir son combat contre Prochaska. Il l'amène vraiment littéralement à l'école au premier round. Il lui fait encore plus du sale que ce que Roundtree lui faisait avant de prendre un KO. C'était magnifique, les low kicks qu'il mettait et tout. Et en fait, il a un style un peu bizarre, Rakic. C'est-à-dire que des fois, ouais, il se contente de rester un peu à distance et de faire un combat chiant, comme ce qu'il avait fait contre Ankalaev et comme ce qu'il avait aussi fait contre Thiago Santos. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu lui rentres pas dedans, et ben lui, il va se contenter de faire un combat où il t'envoie 3 low kicks par round et 3 jabs et puis laisser une décision serrée entre les mains des juges. Mais là où il est vraiment intéressant, Rakic, je trouve, c'est quand on lui rentre dedans, notamment du coup ce combat contre Prochaska où il l'avait vraiment il l'avait défoncé en low kick. Et je pense que Murzakanov, c'est un profil, en fait c'est un profil qui a pas le choix que de rentrer dans Rakic parce qu'il fait 1m80 en fait. Murzakanov, c'est vraiment très petit pour un light heavyweight. Donc je pense qu'il n'aura pas le choix de lui rentrer beaucoup plus dedans, et c'est là qu'on peut vraiment voir la capacité de contre et de mouvement de Rakic. Mais en même temps, pareil, Murzakanov, en fait, je suis à la fois convaincu et pas convaincu non plus. C'est un combattant qui effectivement envoie beaucoup de coups circulaires, pas des coups vraiment en ligne, mais qui les amène très bien. J'avais envie de faire un parallèle avec Terence Crawford, mais peut-être un peu abusé. Il est périlleux, hein.
J'ai peur de me faire virer du podcast. Non, parce qu'en fait, c'est des combattants qui. Parce qu'en fait, Terence Crawford, il fait beaucoup de. Il envoie pas beaucoup de coups en ligne, beaucoup de trucs circulaires qui ont pas l'air très techniques, mais en fait, il a un timing, une précision qui fait que ses coups, des espèces d'overhand un peu moches, touchent proprement et de manière très précise. Mais Murzakanov, le problème qu'il a, en fait, c'est qu'il met du temps à rentrer dans les combats, en fait. Et puis, il est pas très actif, en fait, jusqu'au moment où il met KO ses adversaires, en général. Et s'il fait ça contre Rakic. Il lui laissera beaucoup trop le temps de s'installer dans le combat, donc je pense pas que ce soit une bonne chose. Franchement, moi, je vois pas des masses je vois pas 1 milliard de moyens qu'il aurait de gagner Murzakanov. Surtout que Rakic a pas non plus montré un menton fragile sur ses dernières sorties. Le seul qui l'a mis KO, c'est Prochaska, et on sait l'animal que c'est. Donc moi aussi j'irais plutôt vers Rakic, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Je pense que la plupart des gens voient le résumé, voient 15-0, voient les dynamiques de carrière et se disent que Murzakanov va monter, mais je pense qu'il y a un déficit physique et un déficit technique qui font que ça va être compliqué pour lui de surmonter Rakic, qui reste pour moi un top light heavyweight malgré ses dernières prestations. Merci messieurs, on continue la main card avec un combat qui va nous intéresser pas mal. Pourquoi ? Parce qu'on parle des heavyweights, on parle d'Alexander Volkov, de Jailton Almeida. Donc en fait on parle d'une demi-finale mondiale pour savoir peut-être qui aura le prochain title shot. Sachant que ça sera un peu compliqué, peut-être il y aura aussi Alex Pereira qui va rejoindre la danse, peut-être John Jones, on sait jamais. Pourquoi pas, il en serait capable. Toujours est-il que Alexander Volkov se remet d'une défaite très très controversée contre Cyril Gane, lui qui est quand même un grand vétéran de l'UFC, et il fait face à Jailton Almeida qui était vu gros comme une maison pendant encore très longtemps, et puis après il y a eu une victoire très très bizarre contre Derek Lewis, et cette défaite malheureuse contre Curtis Blades. Depuis il est de retour, 2 victoires. Jailton Almeida on connaît, on peut dire que Volkov est peut-être le meilleur combattant de MMA des deux. Toujours est-il que Jailton Almeida est à fond sur ses qualités, on va dire. Ma question, Clément, est-ce que Jailton Almeida pourra réussir à mettre Volkov au sol aussi facilement que ses autres adversaires ? La réponse est non. Je pense pas en tout cas. Déjà, il y a quelque chose qui va se heurter face à Almeida. À mon avis, ça va être la taille et l'allonge de Volkov, qui sont un merdier pour tout le monde, sauf pour Cyril Gane quand il a ses 2 pieds qui fonctionnent bien. En plus de ça, Volkov, il sait extrêmement bien. On l'a vu pendant 24 minutes contre Derek Lewis. Il sait magnifiquement rester à distance avec ses front kicks, ses low kicks et son jab. C'est un combattant Volkov, qui est capable de gagner au point de manière stratégique et bien sentie. Donc c'est un combattant qui, je pense qu'Almeida va avoir du mal à entrer dans la zone rouge, dans la poche, dans la garde de Volkov. Aussi parce que Almeida, même s'il a un striking qui est correct, c'est beaucoup des entrées en ligne. C'est pas quelqu'un qui va forcément se décaler, tu vois, qui va changer ses appuis, qui va bosser avec des crochets. Et c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est en lightweight, depuis qu'il est en heavyweight, mise beaucoup plus sur sa lutte qu'en light heavyweight, en tout cas de mon souvenir. Il faudrait le vérifier par les stats, mais j'ai l'impression qu'il strikeait peut-être un peu plus quand même en light heavyweight. Là, il mise beaucoup sur sa lutte. On l'avait vu d'ailleurs contre Curtis Blades. Ça avait marché, hein, mais il avait fait des erreurs. Donc j'aimerais bien, moi, avoir un Almeida qui est capable d'associer le striking et la lutte, que son striking serve à sa lutte. Lui, il a quand même une capacité à plonger dans les jambes. Donc j'aimerais bien qu'il arrive à faire quelques entrées, tu vois, où il envoie le bras arrière, quasiment en mode feinte, pour ensuite plonger dans les hanches, par exemple. C'est qu'une idée parmi d'autres. Surtout que voilà, en plus, Almeida, c'est pas quelqu'un qui est un excellent cadreur pour mettre en place son striking. Donc je vois un fight dans lequel les choses sont plutôt dans la main de Volkov quand même. Après, il commence à vieillir, Volkov aussi. Ori, pareil, est-ce qu'on met un petit avantage Volkov sur celui-là, ou est-ce que Almeida va continuer son ascension ? Moi, je mets même un gros avantage pour Volkov. Sur le fait qu'il risque de pas réussir à mettre en place sa lutte. Il y a aussi un truc, c'est qu'en fait Almeida, il fait pas des tentatives de takedown à la GSP qui sont hyper bien timées niveau timing. En fait, c'est un combattant qui est beaucoup plus style Khamzat, style Gamrot.
Ouais, mais en fait le truc c'est qu'il s'en fiche de mal plonger. En fait, ce qu'il veut lui, c'est attraper un membre, que ce soit une jambe, un bras, un dos, peu importe si la première tentative d'amener au sol, elle est pas réussie. C'est des combattants en fait qui sont des lutteurs en chaîne, qui une fois qu'ils se sont mis la main dessus, mettent en place leur éventail de tentatives d'amener au sol. Et ça, c'est un truc qui, à mon avis, marche jusqu'à un certain niveau et surtout jusqu'à un certain poids. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, Volkov qui te sprawl dessus quand tu pars d'hyper loin, c'est compliqué, je pense, de réussir à faire un espèce de shift, de remonter sur un single, de prendre le dos, de faire un espèce de truc de lutteur hyper stylé. Quand t'as vraiment Volkov qui t'a mis tout son poids, tout son gabarit sur le dos. Et puis même debout, je trouve ça toujours assez rudimentaire. Il sort certes d'un combat où il drop Sergey Spivak, ce qui n'était pas encore arrivé à l'UFC, mais je trouve que voilà, sa boxe, elle reste quand même très 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 rudimentaire. Je pense que ça va être compliqué face à Volkov qui certes vieillit, mais sur ses derniers combats, moi je trouve il a jamais été aussi bon, franchement, Volkov. Son dernier combat contre Cyril Gane, c'était vachement impressionnant, même s'il faisait face à un Cyril Gane qui avait qu'un pied. Et puis juste avant, il bat Sergey Pavlovich, que tout le monde voyait lui rouler dessus. Le style en plus. Ouais, non mais carrément. Ouais. Mais je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va vraiment vraiment être compliqué, ce qui n'arrange pas l'UFC parce que Volkov a déjà perdu contre Gane, contre Aspinall, donc ça va être compliqué de le vendre pour une revanche, pour un title shot contre ces mecs-là. Je pense que tout le monde espère que effectivement pour la division, que ce soit Almeida qui gagne pour avoir un peu de 109 en haut, mais j'ai peur que passer d'un combat où tu galères un peu à finir Spivak à directement Volkov juste après, ce soit un peu le jour et la nuit, ce soit un peu compliqué pour lui. Je suis juste un peu déçu que dans les futurs prétendants éventuels au titre, Edouard t'ait pas cité Chris Barnett. Ouais, désolé. Bah, on a beaucoup de demi-finales mondiales en fait sur cette carte, si on réfléchit. C'est ça. Voilà. Écoutez, merci messieurs, et puis on espère que Almeida arrivera à choper un membre de Volkov, à attraper un membre. Quel qu'il soit. Non, puis moi, ce qui me tue, c'est vraiment le oula de Ori immédiat. Enfin, vraiment, Ouais. c'est ça qui m'a tué. En fait. Ouais, Comme c'est- s'il avait préparé son coup, tu sais. Là, mais... Ouais. Mon Dieu. J'ai essayé de me rattraper comme je pouvais. Ouais, Voilà. tu- Comme Ouais, un... J'ai essayé de me rattraper à un membre de Volkov. Allez, messieurs. Allez, on passe à autre chose. Parce qu'après sur Spotify, il faut mettre contenu mature et tout, c'est chiant. Donc, Ouais, c'est ça. on engage. Messieurs, on va bien descendre de catégorie, bien descendre. Le combat qui est un peu considéré comme le vrai co-main event par beaucoup. Umar Nurmagomedov contre Mario Bautista. Là encore, une demi-finale mondiale parce que le roi des bantamweight s'appelle Merab Dvalishvili, qui a d'ailleurs peut-être voulu prendre Petr Yan en décembre pour ne pas attendre le résultat de ce combat-là. Parce que c'est vrai on parle quand même d'Umar Nurmagomedov, donc l'ancien challenger, contre Mario Bautista qui continue sa montée dans la catégorie après une victoire douloureuse pour beaucoup contre José Aldo, puis contre Patchy Mix. Messieurs, on avait vu quand même qu'Umar Nurmagomedov c'était le top de la KT et que il est pas passé loin contre Dvalishvili. Là, il va faire face à Mario Bautista pour clairement décider de qui sera le prochain challenger. Évidemment, quand on parle de Nurmagomedov, on va parler de lutte et je vais te redonner la parole, Ori. Est-ce que Bautista saura contrer la lutte dantesque d'un Nurma? Il a pas un mauvais grappling, hein, Mario Bautista, mais je pense que ça va être un peu trop léger malheureusement. Et puis surtout le truc c'est que c'est pas forcément. Est-ce que tu arrives à contrer la lutte d'Umar parce que par exemple Corey Sandhagen il avait réussi à plus ou moins bien défendre les amener au sol, mais ça restait un combat où il y avait quand même beaucoup trop de moments où c'est Umar qui avait le contrôle dans le dos ou qui avait ce genre de truc. Donc pour moi c'est pas juste le fait de. Est-ce que tu peux réussir à faire en sorte que Umar n'ait pas un énorme succès en grappling, mais je pense que ça va être un peu compliqué pour lui. Il a pas vraiment beaucoup de puissance debout, Bautista, et puis il a pas non plus un grappling dingue. Je pense que pour battre un Umar Nurmagomedov, il faut soit pouvoir vraiment le mettre en danger en grappling et faire en sorte qu'il soit coincé avec toi debout, ou alors être très puissant debout et le faire vachement hésiter sur les moments que tu auras debout avec lui, comme avait notamment fait Beksat. Donc non, pour moi c'est trop léger. Puis Umar c'est quand même avec son frère Ousmane, c'est quand même des Dagestani.
année un peu 2.0, qui ont un style qui est également très plaisant debout, avec beaucoup de kicks. Et puis Mario Bautista, debout, c'est quand même plutôt l'anglaise. On l'avait vu contre Pachimix, pardon. Mais d'ailleurs, c'est une victoire qui a perdu peut-être un peu de crédit quand on a vu la dernière performance de Pachimix contre un combattant dont j'ai oublié le nom, une espèce de dérideur des bantamweight, Jakob Wiglak, je crois. Wiglak. Ouais, c'est ça. Voilà, quand tu mets un peu son résumé en perspective, mis à part la victoire contre Aldo qui était ce qu'elle est, C'est une défaite. il n'y a pas grand chose, quoi, honnêtement, côté Batista qui peut te faire espérer qu'il fasse déjouer Oumar. Même constat, Clément, sur ce combat-là? Oui. Moi, je suis obligé de mettre en perspective le dernier bilan de Bautista parce que pour moi, contre Aldo, il perd déjà. Donc voilà. Et puis en plus, parce que la victoire contre Pachimix, en effet, c'est le cousin de Pachimix qui est arrivé à l'UFC maintenant. Donc j'ai pas du tout les bonnes références qui me permettent de voir un chemin de victoire pour lui contre Ousmane, tout simplement. Il y a des niveaux, il y a des gammes, il y a des hauteurs, il y a des strates dans ce sport. Malheureusement, Mario Bautista fait partie des gars comme Gamrot, comme Eman Zahabi ou comme d'autres gars qui savent se mettre juste un poil au-dessus de leur adversaire pour gagner, jusqu'à temps qu'il y ait un mec beaucoup trop fort et pour le coup, ils prennent face avec la réalité. Là, pour le coup, pour moi, on est complètement là-dedans. L'analyse après que fait Ori sur le développement de combattants d'Ousmane, c'est Nurmagomedov 2.0, moi je suis complètement d'accord avec ça, l'utilisation des kicks, l'anglaise qui progresse également, et puis une lutte qui est juste exceptionnelle, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense pas qu'on puisse avoir Ousmane Nurmagomedov sur le cardio en 3 rounds, même sur 5 de toute façon, il faut être sur Merab pour réussir à finir par le boire un petit peu à ce niveau-là. Voilà, ça va être une victoire. J'aimerais que ce soit quand même avant la limite pour redonner un peu de crédit à Ousmane dans la perspective d'une revanche. Mais le contender numéro 1, c'est lui dans cette catégorie de toute façon. Et Bautista n'en fait pas partie. Je comprends pas ce match-up, honnêtement. Je ne l'aime pas. Je comprends pas pourquoi on donne autant de crédit à Mario Bautista, vu ses accomplissements récents. C'est pas un combattant que j'apprécie énormément dans la cage en tout cas. Puis moi j'ai un souvenir de Batista qui se fait un peu à moitié dominer en grappling face à Damon Blackshear il y a 2 ans et qui prend une décision split très serrée. Je pense pas que ce soit un très bon visuel quand tu vas dans un combat face à Oumar. Très bien, et écoutez, on verra, et puis on verra surtout l'avenir de cette KT. Je pense que ça sera dur de déloger Merab, mais s'il y a bien un qui est capable, c'est Oumar Nurmagomedov. J'ai dit Ousmane d'ailleurs, c'est Oumar, pardon. Ouais, ça. Écoute, on est habitué à ce que tu confondes les Dagestanais. On va passer chez les strawweight féminines. Oui, un petit changement puisque Weili Zhang a abandonné la ceinture pour aller se taper contre Valentina Shevchenko, combat qui aura lieu à New York pour l'UFC 322. On se retrouve sans ceinture et le problème c'est que la catégorie est pas très excitante, on va dire. Donc on a pris deux filles qui étaient positionnées pour être challengeuses. Donc Virna Jandiroba qui était vraiment la fille dont tout le monde parlait pour affronter Weili Zhang, et on l'a mise face à Mackenzie Dern. Mackenzie Dern, la meilleure combattante au sol de cette catégorie, qui revenait d'une victoire contre Amanda Ribas, un armbar qui était pas mal. On avait vraiment vu toutes les qualités de Mackenzie Dern. Malheureusement, je pense que ça va peut-être être un peu compliqué contre Jandiroba. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Jandiroba qui a quand même 37 ans, hein, donc là on est vraiment sur du ça va être un peu compliqué comme championne. Clément, est-ce que le match-up te plaisait pas sur le précédent? Est-ce que ça te plaît un peu plus? Est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu déséquilibré, notamment le faible niveau en lutte pour Mackenzie Dern. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un précédent déjà. Ouais. C'est qu'au moins il y a eu un premier affrontement à l'UFC. C'est un rematch, exactement. Le match-up me plaît. Je suis un peu embêté avec l'idée de mettre Mackenzie Dern sur un title shot, qui plus est après un combat victorieux contre Amanda Ribas. On sait très bien pourquoi elle est là.
Voilà, même si c'est une combattante qui a du talent et qui est legit top 5, top 7. Mais jusqu'à ce qu'on me dise le contraire, elle a plus gravité avec le numéro 7 qu'avec le numéro 2 du classement ces dernières années. Donc il y avait ce combat contre Amanda Lemos qui est une défaite. Et moi, du coup, j'ai pris le parti de regarder le combat numéro 1 pour essayer de comprendre un petit peu comment ça pourrait se passer ce week-end. Il s'avère que à cette époque-là, Mackenzie Dern était numéro 11, Jandiroba était numéro 13. C'est un combat qui a eu lieu à l'Apex, donc pendant le Covid, donc cage plus petite. Et en fait, on a un combat qui est un combat de striking. On a 3 rounds de striking entre les deux. On a quelques phases au sol, certes, mais ça m'a permis de dégager, ça nous permet de dégager quelques enjeux quand même. L'agresseuse dans ce combat-là, ça a été Mackenzie Dern. C'est celle qui s'est mise au centre de la cage, qui a envoyé les coups et qui était vraiment la plus protagoniste des deux. On a pu voir, et c'est quelque chose qu'on voit avec Mackenzie Dern depuis des années, on parle d'une grappleuse qui essaye de développer des qualités en anglaise. Le problème, et en striking d'une manière générale, parce qu'elle a des kicks, je trouve qu'elle a dans son striking, dans les plus, on peut mettre sa qualité en kick qui progresse. Moi, je trouve qu'elle a des middle qui sont pas mal. Elle a une bonne allonge de jambes en plus, donc ça lui permet d'envoyer des low kicks en protégeant son haut de corps. C'est pas mal. Après, j'ai pas souvenir de voir Mackenzie Dern qui envoie un kick en ligne haute, mais peu importe, on s'en fiche. Mais elle a une capacité à envoyer des middle de qualité, et dans l'objectif de réduire le cardio de Jandiroba, c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qui, à mon avis, on risque de le voir beaucoup. Sachant que Jandiroba en striking, debout, elle a pas un striking défensif très très bon, honnêtement. Elle mise plus sur sa qualité en contre que sur le fait de bloquer les coups adverses. Donc elle peut avoir une jambe qui fatigue, mais c'est surtout moi les kicks au corps qui vont m'intéresser pour Dern. Si elle arrive à trouver de la compétitivité et de la récurrence dans ces frappes-là, elle peut mettre à mal le cardio d'une Jandiroba qui, comme tu le dis, Edouard, a 37 ans et a une armature musculaire très dense. Donc je pense que des deux, c'est elle qui, de loin, doit faire le cut le plus difficile, à mon avis, quand tu vois son armature musculaire. Donc dans la perspective d'un 5 rounds, ça peut durer. Tu ajoutes donc ensuite à son striking, je vais parler des plus. Dans les moins, je pense malheureusement qu'elle s'invente des qualités en striking qu'elle n'a pas. Parce qu'elle a une... Non mais dans le sens où elle a une diversité de coups en anglaise qui est inversement proportionnelle à la qualité du coup. Tu vois, elle va t'envoyer du jab crochet, elle va se jeter sur toi contre la cage, te mettre 5-6 coups à ressortir, elle va t'envoyer du spinning back fist, elle va t'envoyer des choses qui en fait sont peu probantes pour elle, qui la fatiguent. Donc tu vois, il n'y a pas de proportionnalité. J'envoie des coups qui me fatiguent, mais pour autant ça marche pas beaucoup. Donc si elle arrive dans son striking et dans son anglaise notamment à se contenter de coups qui passent, qui fonctionnent, fais-moi du 1-2, hein, ça suffit. Hein. Fais-moi du 1-2 qui marche, envoie-moi bien ton jab, travaille bien avec ton épaule, et vas-y. Elle est quasiment à la drop dans le combat numéro 1. D'ailleurs, elle a quasiment drop Jandiroba dans le round 2-3, hein, Dern. Donc voilà, on reparlera de Jandiroba après si vous voulez, comme ça je fais pas une diatribe trop longue, mais j'attends de Dern qu'elle se prenne pas trop la tête avec son striking, qu'elle monte pas une palette immense, qu'elle se contente des coups qui marchent fort. Et ce sera déjà pas mal à mon avis, sur un 5 rounds qui plus est. Ouais, non, je suis assez d'accord. En fait, Dern, des fois, elle a des petits moments, des minuscules moments de brillance debout, où tu te dis, oh là, pas mal, là, elle a envoyé un genou qui est passé proprement. Mais effectivement, sur le côté fondamental, le côté envoie-moi juste un jab au corps ou un truc comme ça, il y a le fond de son jeu debout est bien plus faible que ça. Après, est-ce que envoyer des middle face à quelqu'un qui a envie de t'amener au sol, c'est la meilleure chose? Je suis pas sûr. Elle a pas peur sur le papier d'y aller au sol. C'est clair. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce match-up, c'est que de prime abord, quand tu vois ça, tu te dis bon, Jandiroba, c'est elle qui est sur une grosse victoire. Entre les deux, depuis leur dernier affrontement, clairement, c'est quand même Jandiroba qui a beaucoup plus progressé. Mackenzie Dern, elle a pris un nombre de stops assez fou, et c'est ça qui. Enfin, je suis d'accord avec Edouard. Tout à l'heure, il disait, moi, tu m'aurais dit il y a un an que Dern allait combattre pour un titre, je t'aurais pas cru.
Effectivement, sur le papier, tu peux te dire que l'avantage est à Jean Diroba, mais en même temps, Jean Diroba, sa manière de gagner, c'est d'amener les gens au sol et de les soumettre, ce qu'elle pourra pas faire facilement face à Mackenzie Dern, ça c'est sûr à 100%, parce que Mackenzie Dern, malgré toutes ses faiblesses debout, au sol, ça reste une combattante extrêmement, extrêmement dangereuse. Donc, il faudra voir si Virna a les armes pour soit l'amener au sol sans se mettre en danger, soit réussir à la bloquer avec elle debout et à faire son taf debout. Mais c'est un match-up qui n'est pas les plus excitants, mais qui au moins est un petit peu intéressant dans cette dimension-là, je trouve. Et est-ce qu'on parle de Jean Diroba? Ouais, alors attends, moi je vais juste dire au revoir aux gens parce que je dois y aller. Donc Clément va redevenir animateur comme dans la belle époque de Café Crème Sport et de Sparring. Voilà, j'ai un date avec ma compagne, donc je dois vous laisser. Ce qui est terrible quand c'est juste avant un Ghana Spinal qui était le combat qui nous intéressait le plus. Mais bon, c'est la vie, je serais ravi d'écouter vos analyses. Et merci messieurs. Et puis je vous laisse continuer tous les deux. Merci le Volk, gros bisous et à très vite, merci beaucoup. Amuse-toi bien en parleur de la maison de la santé avec Sarkozy. Ça marche. On passe oui de ma part. Ouais. Écoute, oui, on va pouvoir s'intéresser à Jean Diroba, hein, donc dans ce duel, comme tu l'as dit, je trouve ça très fondateur en fait, c'est que Jean Diroba est très probablement celle qui a le plus progressé des deux, dans la qualité de l'anglaise, sa faculté à mieux contrer qu'avant. Par exemple, elle avait des failles, tu vois, sur le premier combat contre Dern, souvent elle envoyait le crochet mais il était trop tard. Elle faisait son entrée Dern, elle faisait son entrée, son jab, tout ce qu'elle veut. Et Jean Diroba, tu vois, elle balance le crochet, mais elle est déjà sur le reculoir Dern. Donc elle a progressé de ce point de vue-là. Il y a quelque chose, par contre, qui est évident quand tu vois le combat numéro 1, c'est l'avantage physique de Jean Diroba. En clinch, c'est une boucherie ce qu'elle lui met dans le combat. Elle lui pète le nez, et même sans faire des dégâts matériels, tu vois, avec du sang, des saignements ou des ouvertures. En clinch, Dern, elle peut pas, en fait. Elle peut juste pas par rapport à la densité de Jean Diroba. Elle a des bonnes sorties de clinch, en plus, la brésilienne. Donc, j'aurais tendance à dire qu'en fait, pour la clé de la victoire pour Dern, ça va être de tourner, d'envoyer beaucoup de coups aussi, mais, comme je le disais, se contenter de certaines ouvertures. Et en fait tourner autour et peut-être oui parfois aller sur un single leg pour ensuite amener au sol, mais uniquement dans des positions favorables pour elle, quoi. Parce que Jean Diroba, c'est un plus gros danger qu'il y a 4 ans, clairement. Alors moi je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement elle a bien progressé debout, Jean Diroba, on l'a vu sur ses derniers combats, mais pour moi ça reste un peu quand même un espèce de striking d'apparat un peu, un striking en fait qui marche 1 voire 2 minutes debout dans le but d'amener son vis-à-vis au sol, tu vois. J'ai utilisé un mot très, très journalistique, son vis-à-vis, comme si on était, comme si on commentait un match de foot. Mais en fait, Dern, c'est un peu pareil en face. Dern, quand elle reste bloquée debout trop longtemps, c'est un désastre. Hein. C'est le combat contre Andrade où elle prend 4-5 knockdowns, qui était vraiment une boucherie pour le coup. Donc, c'est un peu un match-up un peu miroir quand même entre deux combattantes qui ont des styles quand même très, 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 très similaires. Mais effectivement. J'aurais tendance à dire que la plus sérieuse, très sûrement la plus sérieuse à l'entraînement, la plus travailleuse des deux, en tout cas ce qu'on envoie dans la cage, on pourrait en déduire que c'est Jean Diroba. Mais le match-up laisse quand même une chance à Dern, alors que je pense que Dern contre n'importe quel autre top combattant de la catégorie dans un combat pour le titre, je pense qu'on lui donne aucune chance honnêtement. Ouais. Que ce soit, tu vois, des combattantes contre qui elle a perdu, une Lemos. Moi, il y a une combattante que j'aime beaucoup, mais que malheureusement qui s'est fait nettoyer par Jean Diroba sur son ascension au top. Et tu vois, tu parlais des combattants qui envoient juste un 1-2 qui sont très basiques. Yan Xiaonan, c'est ça en fait. Beaucoup, hein. Bah oui. Elle a un 1-2, elle a un sidekick, et avec ça, elle a réussi à faire mal à Weili, tu vois. Elle a réussi à la faire vraiment, vraiment douter. Weili, par exemple, l'UFC 300. Moi, c'est effectivement, on l'a vu se faire battre dans ce combat précédent par Jean Diroba, mais c'est des combattants qui sont pas hyper flashy, mais qui font des trucs assez simples qui marchent en fait. Donc voilà. Est-ce que Dern peut nettoyer un petit peu tous les mouvements parasites qu'elle peut parfois faire dans un combat pour garder que l'essentiel? Et en fait, t'as raison. Un jab, bouger un peu.
circuler. En fait, c'est un truc qui pourrait marcher pour les deux, clairement. Je pense que celle qui aura la meilleure structure en termes de game plan et de combat, à mon avis, c'est celle qui gagnera. Mais moi, je suis quand même assez curieux de voir comment ça se passerait au sol. Je pense qu'on peut avoir droit à des beaux scrambles, des belles phases de transition au sol. Sauf que malheureusement, dans ces cas-là, un peu à la Usman Covington numéro 1 ou 2 aussi, quand t'as deux gros grappleurs, en général, ça finit en combat de kickboxing pas ouf debout. C'est ce qui s'est passé dans le combat numéro 1, en tout cas. C'est notre grille d'analyse. Bon, j'espère... celle qui, en tout cas, était protagoniste pour amener le combat au sol, c'était Dern. Mais c'était Dern qui était aussi la plus protagoniste. Donc, est-ce que Jandiroba... Moi, je pense qu'elle n'a pas intérêt, d'ailleurs. Est-ce que Jandiroba sera aussi attentiste et dans la posture de la contreuse ? La réponse est dans la question. J'espère pas. J'espère qu'elle va aussi être un petit peu à l'initiative en striking. Elle a fait des progrès, donc j'imagine que qui dit progrès dit confiance aussi augmentée. Dern, elle a des ouvertures béantes sur son striking, surtout quand elle part un petit peu dans des attaques à corps perdu. Andrade, c'est le combat parfait pour le montrer, et même contre Amanda Lemos, où déjà sur le clinch, on peut voir à quel point Lemos était au-dessus, et je pense qu'il y a pas mal de filles qui sont au-dessus de Dern dans le clinch. Mais Lemos avait aussi montré ces choses-là, et waouh! Offensivement, en fait, c'est un peu trivial de le dire comme ça, mais si c'est le premier combat de MMA que tu regardes, ou de boxe, tu vois Dern, tu dis putain, pas mal, hein. Mais non, en fait, il y a plein de coups qui vont dans le vent, il y a plein de coups qui tapent mal, il y a aucune défense dans l'attaque. Elle envoie un coup sans penser à comment il faut défendre le suivant. Parce que je pense qu'il y a un peu un côté roulette dans son esprit. Bon, allez, tu sais quoi, là je me jette et puis je mets des coups au corps. Là, je vais mettre un jab, un cross. C'est pas comme ça qu'une victoire se construit, quoi. Elle a un peu le défaut qu'ont beaucoup de combattants qui combattent avec Jason Parillo, qui est son coach, qui était notamment l'ancien coach de Bisping. Tu vois, moi je pense que, tu vois, ce coach-là, il coach aussi par exemple Marlon Vera, il a aussi coaché Jalin Turner. En fait, c'est des combattants qui ont des trucs très solides, très dangereux, mais effectivement, ça manque un peu de fondamentaux. Ouais, c'est un peu... Moi, ce que j'espère juste, en fait, c'est qu'on voit pas une espèce de redite du combat numéro 1 sur 5 rounds. Ce serait vachement triste pour la catégorie, surtout quand t'as une combattante aussi dominante que Weili qui en sort, tu vois. L'après champion dominant, c'est un peu toujours dur pour une catégorie, mais cette catégorie, tu vois, qui était quand même il y a pas longtemps, qui était un peu la vitrine des catégories féminines, quand t'avais les Jedrzejczyk, les Namajunas, c'était quand même une catégorie hyper intéressante. Voilà, elle est en train de... Absolument, mais elle est en train de devenir un peu triste. J'espère que Jandiroba peut au moins être une championne dominante et intéressante qui pourrait nous faire oublier Weili Zhang. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, on peut passer au combat suivant, je pense, pour arriver finally à ce combat-là. C'est Tu chantes la Marseillaise avant ou pas? Non. Je suis pas assez patriote pour ça, malheureusement. Mais oui, après on peut la chanter. C'est un crunch. Si t'es fan de rugby, si t'es fan de foot, si t'es fan de plein de disciplines différentes, c'est un crunch et c'est une affiche. Puis au-delà des pays, c'est surtout une affiche qui nous fait vibrer depuis des années. On s'est dit quand est-ce que ça va arriver? Et ça y est, on y est quand même. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Donc on a enfin un duel donc entre Thomas Spinal et Cyril Gane pour le titre. En plus, c'est ça qui fait que c'est cool, c'est qu'on aurait pu dire justement ça aurait été mieux il y a 3 ans. Non, là clairement, tu vois, on n'est pas sur Pacquiao Mayweather, quoi. Ça arrive au moment M, au meilleur moment possible, même si Jones. Et puis excuse-moi, mais si jamais tu fais pas ce combat maintenant, qu'est-ce qui reste au top heavyweight en fait, tu vois? Rien. En fait, c'est un peu le dernier combat qui reste entre deux contenders heavyweight. Après, tu vois, les perspectives qui nous enchantent, c'est éventuellement Pereira qui remonte, éventuellement l'ombre de John Jones qui plane toujours au-dessus de la catégorie. Mais ouais, le reste est pas hyper réjouissant. T'as Ante Delija qui attend un peu dans les starting blocks et qui pourrait être un peu intéressant. Il s'entraîne avec Aspinall. Aspinall a fait une interview en disant que si jamais Delija arrivait au top, il lâcherait la ceinture pour lui. Mais honnêtement, c'est le combat qu'on a envie de voir en heavyweight. Et puis c'est marrant parce que c'est quand même deux égéries un petit peu des nouveaux heavyweight qui bougent beaucoup. Ouais. On les a toujours beaucoup comparés à Aspinall et Gane tous les deux depuis qu'ils ont commencé à monter à l'UFC. Donc enfin, j'ai envie de te dire, mon cher Clément. Je suis on ne peut plus d'accord avec toi. Le combat, les styles, l'adversité, le contexte, je suis pas sûr qu'on ait besoin de revenir plus là-dessus. Tout simplement, pour le coup, moi, ce que j'aime bien dans ce duel, c'est que l'un comme l'autre, ils ont des cartes en main. C'est un duel qui est très équilibré, quoi qu'on en pense. Comment toi, tu vois Cyril faire déjouer
Aspinal, parce que je te pose la question comme ça, parce que je pense que c'est d'abord la première clé. Quand tu sais le danger qu'est Aspinal, notamment dans le premier round, comment faire déjouer les choses, comment faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça s'est passé avant pour lui, et ensuite tu mets en place les choses. Comment le faire déjouer, Thomas Aspinal? Parce que oui, effectivement, en préambule, je pense qu'il faut dire que, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais pour moi, Aspinal, c'est un des combattants de la génération, franchement. Je le trouve magnifique à voir combattre. Ah oui. Debout, c'est monstrueux, au sol, c'est monstrueux. On parlera du fait qu'on l'a pas encore trop vu dans la longueur du combat, mais c'est un vrai énorme défi pour Cyril, qui présente du danger partout, en fait. Donc effectivement, il va falloir que Cyril fasse un combat quasiment parfait, j'ai envie de te dire. Je pense qu'il y a quelques pistes quand même, notamment au niveau des kicks en ligne basse. Aspinal, il revient quand même il y a pas si longtemps que ça, il revenait d'une blessure au croisé sur sa première défaite, pas vraiment une défaite contre Curtis Blades. Et puis en plus, c'est sa jambe gauche qui s'était blessée, donc c'est la jambe avant, ce qui veut dire qu'elle sera disponible pour que Cyril la kick. Je pense qu'il va vraiment falloir se concentrer là-dessus. Il va falloir beaucoup bouger, évidemment, pour pas rester dans la ligne de feu d'Aspinal, qui, particulièrement au premier round, a des points qui sont à la fois aussi rapides que puissants, en fait. Mais il y a des pistes, en fait. On l'a dit, Aspinal, on n'a pas encore vu dans la longueur d'un combat, en fait. C'est le combattant qui, de l'histoire de l'UFC, a la moyenne de temps de combat la plus basse. Je crois que c'est un truc autour de 2 minutes. Enfin, c'est délirant. Il a fumé tout le monde en très peu de temps. Le seul combat qui est allé au deuxième round, c'était contre Arlovski. Et puis même quand tu vois ce qu'il faut au premier round, c'est pas... c'est pas inquiétant, quoi, tu vois. Donc je pense que le gros espoir de Cyril, ça va être en dehors de son mouvement et des qualités en striking qu'on lui connaît, il va falloir beaucoup kicker, mais en même temps kicker face à quelqu'un qui a une puissance de feu pareille et qui est aussi rapide et explosif, bah en fait ça te laisse sur une jambe et ça te laisse la possibilité de te faire contrer éventuellement. Mais moi j'ai envie de rappeler quelque chose aux gens, c'est que Cyril, il a quand même réussi à faire déjouer à Ngannou sur 5 rounds. Il a réussi à mettre en place un plan, une stratégie pour que le baddest man de planète, le mec qui a des points, s'il te met une claque, tu dors et tu pars en coma pendant 6 mois, il a réussi à le faire déjouer. Fernand Lopez avait mis en place une super stratégie avec beaucoup de kicks en ligne directe, donc à la fois des side kicks, des front kicks, des spinning kicks, en fait des coups pas circulaires, parce que le coup circulaire, c'est quand même là où tu peux te faire contrer, alors que si jamais tu mets un truc dans le chemin, bah tu bloques le chemin pour que tu prennes un contre. Donc j'espère j'espère et je pense que il y aura une stratégie assez similaire qui sera mise en place debout. Je vais te rendre la parole sur toi, qu'est-ce que tu en penses de manière générale debout, avant qu'on parle de l'aspect grappling. Est-ce que pareil, est-ce que voilà, tu te dis qu'avec les armes qu'on lui connaît, Cyril, en striking, ça peut être suffisant pour gérer un Aspinal monstrueux pendant 5 rounds, voire éventuellement le terminer? Moi, je le pense, sincèrement. Déjà parce que quand tu prends les combattants qui ont fait face à Aspinal, aucun n'a le quart du centième des qualités de déplacement latéral de Cyril. Couplé à la qualité de ses kicks, on ne rappelle pas son background, mais voilà, il vient quand même du Muay Thai, et il a aussi ce déploiement de la jambe avant. Il a un bon front kick, Cyril, donc il a cette capacité-là à te laisser un petit peu dans ta niche, tu vois, te laisser loin de lui. Je pense qu'il a absolument tout dans son arsenal aujourd'hui pour répondre à la première problématique que je t'ai posée sur le fait de faire en sorte que ça dure plus longtemps qu'avec les autres. Avec la qualité de ses déplacements latéraux, avec son jab, son switch stance. Combien de gars Spinal il a affronté qui ont un switch stance? Ce stance-là d'ailleurs. Cyril, combien de gars en heavyweight sont capables de changer de garde déjà? Oui, voilà, c'est ça. Déjà c'est un problème. Mais donc, est-ce que comment il s'appelle, Volkov, je crois qu'il l'a un peu, hein, son switch. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, Cyril, il est capable de neutraliser une jambe en utilisant et la jambe arrière et la jambe avant. Il a un petit low kick, tu sais, un petit inside low kick de la jambe avant là, qui est bien casse-couille aussi, qui est du coup rapide, qui est dur à lire. Tu vois, parce que t'as pas forcément besoin d'utiliser ton buste, tu relâches et puis t'envoies. Donc bon, ça peut faire des dégâts. Moi, l'enjeu pour moi de Cyril, ça va être de dissuader, et il a les armes pour le faire, dissuader les amenées frontales d'Aspinal. Parce que tu vois, c'est ce qu'il avait fait par exemple contre Pavlovich. Alors il en prend une bonne, mais ensuite il a cette espèce de petit saut là, et après boum boum direct.
avec jab et bras arrière, le cross, le overhand, tu passes au-dessus de l'épaule, tout ça, il a les qualités évidentes qu'on lui connaît à Spinal. Cyril, donc ses déplacements circulaires et ses déplacements latéraux, ils sont complètement on point. Et je pense que ça, c'est évidemment très important face à Spinal. Moi, l'enjeu, en fait, et ça nous permet de faire la transition avec le grappling, pour moi, l'enjeu clé de ce combat, c'est est-ce que Cyril va être capable de capter les timings. S'il arrive à comprendre à peu près comment Aspinal fait ses enchaînements, à quel moment il avance, est-ce qu'il est capable de comprendre la différence entre la feinte et l'exécution. Pour moi, si Cyril arrive à faire ça sur l'intégralité d'un combat, on est sur une victoire par décision unanime. Il y a d'autres scénarios, il peut gagner par KO et tout, hein, mais le chemin de victoire le plus viable pour lui, c'est évidemment de faire durer et de gagner à la décision. Et puis face à un combattant qui a quand même peu, voire pas du tout été mis en difficulté pour l'instant dans sa carrière, comment est-ce qu'il va réagir quand effectivement ces blitz qu'il fait contre tous les heavyweights ne marcheront pas, quand il va essayer d'exploser sur une overhand mais qu'il va prendre un jab de Cyril qui va être aussi rapide que l'éclair. On sait pas en fait tout ça, tu vois. On sait pas comment Tom va combattre au deuxième, troisième, quatrième round. On sait pas comment Tom va mettre en place son plan B quand le plan A éventuellement n'aura pas marché. Moi, ce qui me dérange éventuellement un peu debout, c'est que peut-être Cyril Gane manque un peu de puissance. En fait, il a un style quand t'as beaucoup de mouvements en fait, et bah tu peux pas te planter pour envoyer des coups puissants avec tes appuis. En fait, la plupart des combattants quand ils font du in and out, ils frappent et puis ils sortent. Sauf que Cyril Gane, il a un truc qui est un peu différent qu'on a d'ailleurs un peu vu avec Manon Fiorot ce week-end. C'est qu'en fait lui, il frappe et quand il frappe, il a déjà amorcé son mouvement pour sortir en fait. Ce qui fait que c'est très très compliqué pour générer de la puissance. Et c'est pour ça que Cyril Gane, malgré le morceau, le molosse que c'est, on l'a rarement vu drop des combattants. Mais moi je pense vraiment que... Côté, pardon, je te redonne la parole tout de suite. On a vu aussi le week-end dernier avec Firo Yazdazisius qu'il suffit, par le bon timing, il suffit que Aspinal vienne s'empaler dedans pour créer des dégâts qui sont multipliés par 2 ou par 3. Donc s'il chope les timings justement et qu'il arrive à envoyer ce jab-là, ce flash jab, et qu'Aspinal rentre dedans, les dégâts ils seront là. Je vais juste allumer la lumière pour que vous ayez une meilleure image de ma personne. C'est adorable. Et puis je te laisse. Tac. Non mais je parle. Mais moi, Ouais, vas-y. En fait, tu as fait la ce qui pourrait être. Je pense qu'il y a un coup qui pourrait vraiment faire peur à Aspinal et le faire réfléchir à 2 fois avant de rentrer. C'est le side kick à la jambe. On l'a dit encore une fois, hein, il a une blessure au croisé. C'est une blessure qui est assez traumatisante. La blessure au croisé, t'es jamais vraiment le même en revenant, même si t'as fait une rééducation dingue. Il suffit de voir plein de combattants, de basketteurs, de footballeurs pro qui sont revenus ou ont surcompensé sur l'autre jambe et se sont fait l'autre croisé. Donc tu vois, si Cyril arrive en plus de son striking, son mouvement, à implémenter un peu ce side kick à la jambe et à faire réfléchir encore une fois à 2 fois à Tom à se dire j'ai pas envie de finir comme Bukauskas contre Khalil Rountree à me faire plier la jambe en 2 sur un sidekick quand je vais rentrer. En fait il va falloir que Gane mette en place beaucoup de dissuasion, d'armes de dissuasion pour que Tom ne soit pas aussi à l'aise qu'avec ses précédents adversaires. Mais je pense qu'on va enchaîner un peu sur le grappling. Moi je pense que Aspinal respecte beaucoup trop Cyril et le striking de Cyril pour pas avoir un game plan hyper orienté sur la lutte. Sur la lutte et le grappling. Tu vois, je trouve que Cyril Gane, il y a beaucoup de gens qui parlent de lui un peu en mal et qui voilà, quand tu parles de lui aux States, c'est le mec qui a abandonné contre John Jones. Mais Aspinal, c'est toujours un mec qui a beaucoup respecté Gane dans la manière dont il parlait de lui et notamment encore une fois son pied-point. Il a toujours donné le crédit qu'il fallait au pied-point de Cyril en disant que voilà, c'était un des meilleurs en poids lourd, voire peut-être le meilleur de l'histoire en termes de mouvement, en termes de rapidité, de fluidité. Et donc je pense vraiment que Tom qui a une team très intelligente et qui lui l'est aussi, je pense qu'ils auront vraiment un aspect qui sera un game plan qui sera beaucoup plus aspect grappling, en se disant que c'est la voie la moins compliquée pour obtenir une victoire face à Cyril. Mais moi je veux y croire, je veux croire au fait que Cyril a bien bossé son grappling. On sait qu'il a un sol hyper dangereux. Aspinal, il l'a sorti vraiment qu'une seule fois à l'UFC, c'était contre Volkov, mais c'était méga impressionnant. C'était je t'amène au sol, clé de bras en 2 secondes. Enfin, c'était franchement assez dingue. Je sais pas si toi, c'est un truc qui te fait un peu peur, le grappling d'Aspinal. Est-ce que tu penses que Cyril, il peut avoir les armes pour rester hors de danger? Oui, moi ce qui m'embête un petit peu par rapport à cette question du grappling, c'est que j'ai l'impression qu'on met vachement en avant le grappling d'Aspinal en tapant sur celui de Cyril.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'on dit, bah ouais, mais comme Gann il est nul au sol, en plus, Aspinal, il a cette double qualité. Pas tant. Enfin, si, il y a un écart sur le papier. Là, sans les préparations, si, évidemment, il y a un écart. Il y a une lutte qui est très bonne, etc. Mais est-ce que finalement, Aspinal, il s'est beaucoup servi de manière opportuniste du grappling face à Volkov, Volkov qui lui aussi a de très bonnes aptitudes pour maintenir à distance, on en parlait tout à l'heure, les front kicks, les kicks d'une manière générale, la taille, la longe, ça ce sont des choses qu'il faut mettre à son crédit, donc on voit, et c'est pour ça que oui en effet je pense qu'Aspinal risque d'aller assez vite vers la lutte et vers le sol, on voit que ça a été sa réponse à ce moment-là. Il n'a pas engagé le bras de fer et l'épreuve de force comme il l'a fait contre Pavlovich et contre Blades, très bien. Maintenant je suis pas sûr que Aspinal ce soit la bonne solution pour lui parce que si c'est là en fait que vient la grosse question bien sûr, si Cyril a réellement progressé sur sa défense de takedown et qu'il n'y arrive pas 1, 2, 3 fois, l'enjeu pour moi il est là. Si Aspinal arrive à mettre takedown au premier coup, on va se dire merde, bon bah oui en effet ça peut péricliter, mais à partir du moment où Cyril a peut-être cette aptitude à défendre la lutte et à défendre les amener au sol, est-ce que Aspinal va s'entêter ou pas? Bon. Moi, elle est là ma question. Parce que s'il s'entête, il va perdre du temps, il va perdre de l'énergie, tu vois. La clé, elle est là. À partir du moment où Aspinal, il met au cœur de son game plan l'amener au sol et le travail sur le grappling, et c'est là la grande question, si Cyril, il arrive à répondre à cette problématique-là, ça voudrait dire qu'il est capable à répondre à la problématique du striking et à la problématique du grappling. Donc, que faire pour Aspinal? Est-ce que, et c'est là qu'on verra l'âme, le cœur d'un champion et aussi la qualité du coaching, est-ce qu'il va revenir sur une stratégie à dire, bah, tu sais quoi, je vais aller striker et je vais essayer d'aller dans le dur pour essayer de sortir de l'ornière un Gann, peut-être le forcer à aller faire un contre et puis en fait, non, être celui qui subit derrière. Mais si Cyril arrive à résister à 2 ou 3 amenés de takedown, est-ce qu'il va abandonner ou est-ce qu'il va continuer? Moi, je pense que s'il s'entête, c'est très bon pour Cyril parce que Aspinal, il va s'épuiser moralement et physiquement. Et après, il y aura des ouvertures. Et puis voilà, il y a le côté fatigue, mais comment Aspinal réagit à l'adversité? Encore une fois, Cyril, on l'a vu se relever d'un knockdown de Tuivasa, partir à la guerre et finir par gagner le combat au tri-poker, tu vois, Ouais. en sortant un peu du game plan de base qui était un truc beaucoup plus technique à distance. Donc on sait qu'il a ces qualités-là, Cyril. Mais voilà, est-ce que Aspinal, qui pour l'instant a été parfait dans sa carrière, peut revenir, peut avoir un plan B, un plan C, un plan D éventuellement et s'accrocher, éventuellement tenir les 5 rounds pour s'imposer sur la durée, alors qu'encore une fois c'est le combattant qui a le temps moyen dans la cage le plus rapide. C'est plein de questions. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'inconnus dans ce combat-là. Ça va charge à Cyril de l'amener un peu dans les championship rounds, dans les rounds où ça devient un peu plus compliqué pour la caisse, pour le mental. Mais en tout cas, voilà, ces inconnus-là, on les a pas pour Cyril, mais on les a pour Aspinal. Ouais. Mais en même temps, on sait que le premier round va être très 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 dangereux, à la fois debout, à la fois parce qu'il aura une explosivité pour l'amener au sol et pour éventuellement finir le travail assez vite au sol. Mais voilà, on l'a dit, il y a des espoirs de victoire pour Cyril. C'est un truc qu'on fait jamais trop sur le podcast, mais si tu devais donner un pourcentage de victoire, tu mettrais combien pour les deux? Je suis peut-être trop optimiste, hein, mais moi je vois 60-40 pour Gann. Ah, pour Gann? Ouais. Parce que je moi, suis persuadé, mais je pense que je suis en marge. Hein. Je suis pas majoritaire. Hein. Parce que pour moi, sur le striking, j'ai essayé de le développer du mieux possible. Il a tellement d'armes pour répondre à des problématiques que vont lui poser Aspinal, que s'il stick au plan et stick aussi à ce en quoi il croit à l'intérieur de la cage, ça peut bien se passer. Ça peut bien se passer. Francis, ce qui a fait la différence, ça a été la surprise de venir à la lutte. Mais sinon, pendant 2 rounds et demi, c'est une masterclass de Cyril. On sait donc qu'il est capable de stick à un plan bien rodé longtemps. Sans dégradation physique et sans dégradation psychologique. Mais tu vois, moi, cette performance-là avec Francis, effectivement, c'est une performance importante quand on analyse le combat avec Aspinal, mais en même temps, on peut la mettre un peu en relief dans le sens où Francis il avait un croisé pété dans ce combat-là, et puis il n'a pas la manière d'amener ses coups en anglaise d'Aspinal, Francis. Bien sûr. Il n'a pas le mouvement, il n'a pas l'explosivité non plus, donc c'est quand même des match-ups très différents.
on a quand même exploré les chemins de victoire pour Gane parce que c'est Cocorico, mais il y en a quand même pas mal pour Aspinall aussi. Évidemment. Aspinall peut coucher Gane au premier round. C'est un scénario qui est absolument possible. On sera tous très très tristes, mais pour moi c'est quand même quelque chose qui est largement possible. Des fois en fait, les qualités physiques, athlétiques dépassent les qualités techniques que pourrait avoir un Gane. En fait, des fois t'as un mec qui est très propre, qui est à distance, qui a l'air de gérer son combat, et puis d'un coup bim, gros overhand, et puis dodo, tire à nous montrer tes trucs techniques aux urgences. Donc moi, tu vois, si je devais donner un pourcentage, je serais quand même plutôt sur un 60-40, mais pour Tom, tu vois. C'est déjà pas Parce mal, que, 40 encore Gane. une fois, ouais, non, c'est clair, carrément. Et puis quand le combat a été annoncé, j'étais pas sur un 60-40 pour Gane. Voilà, je trouve que Tom Aspinall, tu vois, le fait qu'il ait réussi à battre Pavlovich à son propre jeu, c'était quand même hyper impressionnant. Le combat contre Blades, on en a pas parlé. Le dernier combat de Tom, c'était contre Blades. Ça a duré 1 minute 30, il l'a mis KO sur un jab, mais je l'ai trouvé quand même assez brouillon sur ce combat-là. Je sais pas si vous avez l'occasion d'aller le voir. C'est un combat qui est assez chelou. Il est pas aussi technique que d'habitude, Tom. Peut-être qu'il y a eu un peu de pression, un peu du champion, un peu de revenir, de reprendre le mec contre qui il avait perdu. Un peu chelou, tu sentais peut-être que le moment était un peu arrivé à lui, il envoyait des coups bizarres, il tombait dans le clinch, c'était pas aussi technique et propre que d'habitude, donc ça peut nous faire dire qu'éventuellement peut-être que Aspinall peut être susceptible de la pression. La pression, Cyril, ça dépend, soit il la boit et puis c'est l'UFC Paris et puis il fume son adversaire, soit il s'écroule un peu comme contre John Jones, et puis les lumières sont un peu trop brillantes pour lui. Donc on a un peu les deux Cyril possibles, mais voilà. Est-ce que Tom peut succomber aussi au fait que on parle beaucoup de lui, c'était le mec que John Jones a esquivé, et je pense que ça pèse quand même pas mal sur quelqu'un, tu vois. Ouais, Voilà. c'est sûr. Je suis d'accord. Après, moi, ce que je me dis aussi, et c'est peut-être pour ça aussi que je vais dans le 60-40, je me fais peut-être aussi avoir par le camp de Cyril, qui semble s'être très bien passé. Lui, c'est focus. Pour la première fois, il s'est éloigné de sa famille. Il a dédié sa vie au MMA pendant un temps. Après, soit c'est là en fait que ça va se jouer. Je pense qu'on aura le Cyril le plus près jamais vu. Soit les combattants vont voir l'échéance comme un examen, et un examen qu'ils ont très bien révisé, donc ils vont performer, parce que le stress est plus là, parce qu'ils vont se dire franchement, moi j'ai tout donné dans ma prépa, donc je ne peux pas être meilleur que ce que je vais être ce soir. Soit ceux qui vont se dire j'ai tout donné, c'est pas pour rien, il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je... L'approche mentale va être aussi hyper importante. Et c'est pour ça que, encore une fois, la pression, les lumières, tout ça, main event, t'es l'espoir de la catégorie poids lourd, t'es peut-être le GOAT en devenir, comme les gens parlent d'Aspinall parfois. Ça peut peut-être le toucher un peu et faire en sorte que il mette un peu trop de temps à rentrer dans le combat, alors que t'auras en face un Gane qui sera optimal, préparé. J'espère juste un truc, c'est que les deux n'aient pas de blessure, surtout Gane, parce qu'effectivement, des fois, sur Instagram, t'as l'impression que c'est le meilleur camp de la vie d'un combattant, et puis en fait, t'apprends après le combat que le mec n'a pas performé parce qu'il avait un genou en vrac, une épaule en vrac. Donc j'espère que... J'ai l'impression aussi, effectivement, de ce que j'ai vu, que ça se passait assez bien, et que Gane sait que c'est très probablement sa dernière chance au titre, et que c'est un peu make or break ce combat, c'est un peu, c'est un peu du quitte ou double. Soit il perd, et puis on parle plus vraiment jamais de lui parmi les combattants français qui sont à l'avant-garde de l'UFC, soit au contraire c'est le jour de gloire, il est couronné premier français indisputé à l'UFC. Franchement, voilà, on disait que ce serait très sûrement un tournant du MMA français samedi. Je pense que ça va vraiment être le cas. Ouais, je suis complètement d'accord. Est-ce qu'il y a un autre enjeu que tu veux développer, ou on s'arrête là, Ori, parce que j'ai l'impression qu'on est bien avancé là sur la chose. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Allez Cyril. Ouais, go Cyril. Pour le coup, on n'est pas réputé pour notre patriotisme, mais sur celui-ci, on veut bien. On veut bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Ori, merci beaucoup à Edouard, merci beaucoup à toute la team évidemment. Un bon podcast qui j'espère vous aura plu et vous aura donné suffisamment manger avant la perspective de cette soirée de samedi, horaire accessible, et ça fait plaisir. Merci beaucoup Ori, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Yes, ciao. Week-end.